Salutations à tous et bienvenue sur Monsieur Mystique, Histoire d'horreur. Aujourd'hui, je vous propose une compilation des récits les plus glaçants jamais racontés par des routiers. Dans cet épisode, nous allons explorer les recoins les plus sombres des autoroutes américaines à travers 9 histoires terrifiantes, racontées par ceux qui sillonnent les routes la nuit, pendant que le reste du monde dort. Ces récits proviennent de personnes qui passent d'innombrables heures seules sur des autoroutes désertes, où la frontière entre la réalité et le cauchemar s'estompe à chaque kilomètre parcouru. Pour préserver l'anonymat de ceux qui ont osé parler, certains noms et détails ont été modifiés. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à Monsieur Mystique, Histoire d'horreur, pour un contenu terrifiant quotidien qui vous glacera le sang. Activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer une publication, surtout quand les ténèbres envahissent l'autoroute. Ghislaine conduisait des camions depuis près de 12 ans, transportant tout, des produits frais aux appareils électroniques, à travers le pays. Elle s'enorgueillissait d'être prudente, quelqu'un qui faisait confiance à ses instincts et ne prenait jamais de risques inutiles. Après plus d'une décennie sur la route, elle pensait d'avoir tout vu. Des tronçons interminables d'autoroutes vides, des véhicules en panne dans des positions dangereuses, des conducteurs agressifs tentant de pousser les camions hors de la route, et même, de temps en temps, un ivre titubant sur la chaussée. Mais rien, en 12 ans, ne pouvait la préparer à ce qu'elle allait rencontrer cette nuit d'octobre dans le Wyoming rural. C'était un mardi soir, et Ghislaine en était à son 3e jour d'un trajet de 5 jours de Seattle à Chicago. Elle conduisait depuis 4 heures du matin, et à 21 heures, la fatigue s'infilerait profondément dans ses os. L'horloge numérique de son tableau de bord brillait dans l'obscurité, lui rappelant qu'elle avait déjà dépassé ses heures de conduite recommandées. Ses yeux étaient lourds, de cette fatigue dangereuse où l'on se surprend à dériver entre les voies sans s'en rendre compte. Elle savait qu'elle ne devait pas continuer dans cet état. Trop de routiers avaient payé le prix ultime pour avoir cru pouvoir tenir juste 1 heure de plus. Le tronçon d'autoroute qu'elle empruntait traversait certaines des parties les plus désolées du Wyoming, où la civilisation semblait disparaître pendant des dizaines de kilomètres. L'obscurité ici était absolue, de celle qui avale les phares et donne l'impression de conduire dans un vide sans fin. La plupart des grands relais routiers étaient encore à des heures de route, mais son GPS indiquait un aire de repos dans environ 24 kilomètres. Ce n'était pas grand-chose, juste une installation basique avec des places de parking et des toilettes, mais cela ferait l'affaire. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un endroit sûr pour se garer et dormir quelques heures avant de reprendre la route au matin. Quand elle quitta enfin l'autoroute, l'aire de repos était exactement comme elle l'imaginait. Un petit bâtiment abritant des toilettes se dressait au centre, entouré d'une zone de stationnement avec des emplacements marqués pour les véhicules ordinaires et les camions. Quelques lumières faibles éclairaient les lieux, projetant de longues ombres sur le bitume fissuré. Seuls 2 autres véhicules s'y trouvaient, des voitures ordinaires garées près du bâtiment, ce qui lui sembla légèrement étrange, étant donné leur tardive. La plupart des gens empruntant cette route de nuit étaient des routiers, pas des familles en berline. Pourtant, trop épuisée pour y prêter attention, elle manœuvra son camion pour se garer à l'extrémité la plus éloignée du parking, loin des autres véhicules. Elle préférait toujours l'isolement, un endroit où elle pouvait dormir sans craindre qu'on ne se gare trop près ou ne fasse du bruit. Après avoir serré les freins à air et coupé le moteur, elle verrouilla les portes et grimpa dans la couchette située derrière le siège du conducteur. La cabine devint silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel de la remorque qui se stabilisait. Elle régla l'alarme de son téléphone à 5 heures du matin, s'offrant ainsi 7 heures de repos. Le sommeil vint rapidement, ce sommeil profond et sans rêve qui ne survient qu'après un épuisement physique total. Mais vers minuit, quelque chose la réveilla en sursaut. Ses yeux s'ouvrirent dans l'obscurité, son cœur battant déjà la chamade avant que son esprit conscient ne puisse identifier ce qui l'avait dérangé. Elle resta parfaitement immobile dans sa couchette, à l'écoute. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis elle l'entendit à nouveau, des pas. Quelqu'un marchait autour de son camion. Au début, elle essaya de rationaliser. Peut-être qu'un autre routier s'était garé et se dégageait les jambes avant de s'installer pour la nuit. Mais les pas ne passaient pas devant son camion. Il faisait le tour. Des pas lents et délibérés, allant du côté passager à l'arrière, puis autour du côté conducteur, avant de revenir à l'avant. Le schéma se répétait encore et encore, comme si quelqu'un marchait méthodiquement en cercle autour de son 18 roues. Les instincts de Ghislaine lui hurlaient que quelque chose n'allait pas. Elle se redressa silencieusement dans sa couchette et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de ses rideaux. Les lumières faibles de l'aire de repos baignaient tout dans une lueur jaunâtre malsaine, créant plus d'ombre qu'elle n'éclairait. Elle ne voyait personne près de son camion, mais elle entendait toujours les pas. Ils avaient cessé leur cercle et semblaient maintenant se trouver juste à côté de sa portière côté conducteur. Puis vint le son qui glaça son sang. Quelqu'un essayait la poignée de la porte. Pas en tirant ou en forçant agressivement, mais en la testant soigneusement,
pour voir si elle était déverrouillée. Elle attrapa son téléphone sur la petite étagère au-dessus de sa couchette, ses mains tremblant tandis qu'elle le déverrouillait. Pas de réseau. Bien sûr, il n'y avait pas de réseau. Cette partie du Wyoming était tristement célèbre pour ses zones mortes. Elle pensa à démarrer le moteur et à simplement s'enfuir, mais quelque chose la fit hésiter. Avant qu'elle ne puisse bouger, elle entendit des voix. Une conversation à voix basse entre plusieurs personnes. Au moins 3 voix différentes, peut-être plus. Elle ne faisait même pas l'effort d'être totalement silencieuse, parlant juste assez fort pour que des fragments de leur conversation parviennent jusqu'à sa cabine. Se déplaçant le plus silencieusement possible, Ghislaine se faufila vers le siège du conducteur et se positionna de manière à pouvoir voir à travers le pare-brise sans être facilement visible. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Les 2 voitures qui étaient garées près du bâtiment des toilettes étaient maintenant positionnées différemment. L'une avait été déplacée pour bloquer la sortie de l'aire de repos vers l'autoroute. L'autre était garée en biais près de l'entrée. Et debout sur le parking, éclairée par les feux de position de son camion qu'elle avait laissé allumer, se trouvaient 5 personnes. Elle ne regardait plus son camion. Elle regardait l'autoroute, guettant les phares. Et c'est alors qu'elle comprit ce qu'elles avaient fait. À environ 50 mètres derrière son camion, dans la zone entre le parking de l'aire de repos et l'autoroute, 3 personnes étaient allongées, réparties sur ce qui serait le chemin qu'emprunterait tout véhicule tentant de sortir. Elles étaient positionnées pour ressembler à des corps, comme s'il y avait eu un terrible accident. La compréhension la frappa comme une douche glacée. C'était un piège, une embuscade. Ils attendaient que quelqu'un passe, voit ce qui ressemblait à des blessés au sol, et s'arrête pour aider. Le moment où un bon samaritain sortirait de son véhicule pour porter secours, les autres se précipiteraient. C'était d'une intelligence diabolique, exploitant la décence humaine et la compassion, et elle avait failli tomber dedans en arrivant. L'esprit de Ghislaine tournait à toute vitesse. Ils avaient clairement vérifié son camion et l'avaient trouvé verrouillé, mais ils avaient peut-être supposé qu'elle était simplement prudente et dormait réellement. Le fait que ses rideaux étaient tirés et qu'aucune lumière n'était allumée à l'intérieur les faisait probablement penser qu'elle ne représentait pas une menace pour leur plan. Ils ne s'inquiétaient plus pour elle. Ils attendaient leur prochaine victime. Mais que ferait-il quand elle essaierait de partir? La laisserait-il s'en aller, ou la verrait-il comme un témoin à éliminer? Elle n'eut pas longtemps à attendre pour avoir une réponse. Des phares apparurent sur l'autoroute, un véhicule approchant de l'est. Les personnes sur le parking devinrent immédiatement plus animées, certaines se cachant derrière les voitures garées, tandis que d'autres prenaient position. Les 3 personnes allongées sur le sol restèrent parfaitement immobiles, jouant leur rôle de victimes. Le véhicule approchant, un pick-up, commença à ralentir. Ça marchait. Quelqu'un allait tomber dans leur piège. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le pick-up accéléra soudainement, son moteur rugissant tandis qu'il faisait une embardée et passait devant l'aire de repos sans s'arrêter. Le conducteur avait dû remarquer que quelque chose n'allait pas. Un détail qui ne collait pas. Les personnes sur le parking explosèrent de colère, se criant dessus. L'un d'eux donna un coup de pied dans le gravier par frustration. Les 3 qui étaient allongés sur le sol se relevèrent et retournèrent vers les autres. Ce fut à ce moment-là que Ghislaine remarqua ce que l'un d'eux tenait. Même dans la faible lumière, il n'y avait aucun doute sur la forme d'un fusil de chasse. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle crut qu'il allait exploser. Ces gens étaient armés et clairement prêts à utiliser la violence. Elle devait s'en aller immédiatement. Mais comment? Si elle démarrait le moteur, il l'entendrait instantanément. Un 18 roues n'était pas exactement silencieux, et le bruit de ses freins à air se relâchant alerterait tout le monde dans un rayon de 100 mètres. Mais elle ne pouvait pas non plus rester là et attendre. Finalement, il pourrait décider de revenir vérifier son camion plus en détail, ou pire, essayer de la forcer à sortir pour éliminer un témoin. Elle prit une décision. La vitesse et la surprise étaient ses seuls avantages. Elle démarrerait le moteur, relâcherait les freins et appuierait sur l'accélérateur en une seule fois. Son camion était grand et lourd, et si ces voitures essayaient de la bloquer, elle les pousserait de côté si nécessaire. C'était risqué, potentiellement mortel, mais rester sur place semblait encore plus dangereux. Ghislaine grimpa à nouveau sur le siège du conducteur et attacha sa ceinture de sécurité avec des mains tremblantes. Elle mit la clé dans le contact et prit 3 grandes inspirations, essayant de calmer ses nerfs. Puis, d'un mouvement fluide, elle tourna la clé, relâcha les freins à air et enfonça son pied sur l'accélérateur. Le moteur diesel rugit, et son camion bondit en avant avec une vitesse surprenante pour quelque chose qui pesait 18 tonnes. La réaction fut immédiate. Les personnes sur le parking se tournèrent vers elle, hurlant et courant. L'un d'eux leva ce qui ressemblait à un pistolet. Elle entendit un claquement sec et quelque chose ricocheta sur sa remorque, mais elle garda le pied au plancher.
La voiture bloquant la sortie était positionnée en biais, et elle visa l'espace entre son arrière et le trottoir. Le métal hurla lorsque son pare-choc avant heurta le coin arrière de la voiture, la poussant hors du chemin. Puis elle était passée, rebondissant sur le trottoir et sur la route d'accès qui menait à l'autoroute. D'autres coups de feu retentirent derrière elle, et elle entendit au moins 2 autres impacts sur sa remorque, mais rien ne toucha rien de vital. Elle s'inséra sur l'autoroute à près de 100 km/h, plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait en accélérant depuis l'arrêt. Dans ses rétroviseurs, elle pouvait voir des phares. Ils la suivaient. Au moins une des voitures avait pris la poursuite. Pendant les 20 minutes suivantes, Ghislaine conduisit comme si sa vie en dépendait, car c'était le cas. Elle poussa son camion à des vitesses qui faisaient trembler tout le véhicule, prenant des virages qu'elle aurait dû prendre à moitié moins vite. La voiture derrière elle resta proche pendant les premiers kilomètres, mais commença progressivement à se laisser distancer. Ils avaient probablement réalisé que poursuivre un camion à grande vitesse sur une autoroute ouverte était trop risqué, trop visible. Finalement, les phares disparurent complètement. Elle ne ralentit pas avant de voir les lumières d'un grand relais routier devant elle, avec des dizaines d'autres camions et des zones de stationnement bien éclairées. Elle s'y engagea et appela immédiatement la police, sa voix tremblante tandis qu'elle décrivait ce qu'elle avait vu. La standardiste lui dit de rester exactement où elle était, que des officiers étaient envoyés à sa position et à l'aire de repos. 2 heures plus tard, un policier de l'État du Wyoming arriva pour prendre sa déposition. Il lui dit que lorsque les officiers étaient arrivés à l'aire de repos, il avait trouvé abandonné. Les voitures étaient parties. Les personnes avaient disparu, mais ils avaient trouvé des preuves. Des traces de pneus, des mégots de cigarettes, et surtout, des douilles de plusieurs armes à feu. Le policier lui dit aussi quelque chose qui glaça son sang. 3 mois plus tôt, un routier avait été retrouvé assassiné à cette même aire de repos. Son camion avait été saccagé et il avait été abattu à plusieurs reprises. L'affaire était toujours non résolue, mais maintenant, ils avaient une piste. Ghislaine termina son trajet jusqu'à Chicago, mais ce fut son dernier long trajet à travers le Wyoming. Même aujourd'hui, des années plus tard, elle ne peut pas s'arrêter dans une aire de repos la nuit sans vérifier chaque voiture, chaque ombre, chaque personne, car elle sait que parfois, les prédateurs les plus dangereux ne sont pas ceux qui se cachent dans les bois. Parfois, ce sont ceux qui feignent d'avoir besoin d'aide sur le bas-côté de la route. Kalin conduisait des camions depuis environ 7 ans lorsqu'il rencontra quelque chose qui changea fondamentalement sa compréhension de la réalité. Avant cette nuit-là, il se considérait comme un homme pratique, quelqu'un qui ne croyait qu'à ce qu'il pouvait voir, toucher et mesurer. Les fantômes, les esprits et les phénomènes paranormaux n'étaient pour lui que des histoires, des divertissements pour ceux qui voulaient croire en quelque chose au-delà du monde ordinaire. Mais ce qui se passa cette nuit glaciale de décembre dans le Nevada lui arracha toutes les explications logiques sur lesquelles il s'était toujours appuyé, le laissant face à une vérité bien plus troublante que toute fiction. Le trajet avait été routinier jusqu'à ce moment-là. Il transportait une cargaison d'électronique de Los Angeles à Salt Lake City, un itinéraire qu'il avait emprunté des dizaines de fois auparavant. La météo avait prédit un ciel dégagé, mais quelque part près de la frontière du Nevada, les conditions se dégradèrent rapidement. Ce qui avait commencé comme de légères chutes de neige se transforma rapidement en une tempête de neige à part entière, du genre qui réduit la visibilité à presque rien et transforme les autoroutes en patinoires. La température avait chuté bien en dessous de zéro, et le vent hurlait à travers le paysage désertique avec une férocité qui faisait trembler son camion à chaque rafale. À minuit, Kalin envisageait sérieusement de s'arrêter et d'attendre que la tempête passe. L'autoroute était devenue dangereuse, et il avait déjà croisé 2 véhicules qui avaient quitté la route pour finir dans des fossés. Ses phares perçaient à peine la neige tourbillonnante, et il roulait à peine à 50 km/h, forçant pour distinguer les marquages au sol sous le blanc accumulé. La décision la plus sensée aurait été de s'arrêter, mais la ville la plus proche était encore à 65 km devant lui, et il ne voulait pas passer la nuit sur le bas-côté d'une autoroute dans ces conditions. C'est alors qu'il la vit. Debout sur le côté de la route, à peine visible dans la tempête, une femme agitait les bras, essayant clairement de l'arrêter. Le premier instinct de Kalin fut de continuer. Il avait entendu trop d'histoires de vols et d'embuscades sur le bord des routes, de criminels utilisant l'apparence de la détresse pour attirer les conducteurs sans méfiance dans des pièges. Mais quelque chose dans cette situation semblait différent. La tempête était réellement dangereuse, mortelle même. Aucun criminel sain d'esprit ne serait dehors par un temps pareil pour tenter de voler des gens. Cette femme semblait vraiment avoir besoin d'aide. Il ralentit progressivement son camion pour s'arrêter à environ 6 mètres de l'endroit où elle se tenait, actionnant ses freins à air et allumant ses feux de détresse. Dans son rétroviseur, il la vit se précipiter vers le côté passager de sa cabine. Elle portait un long manteau sombre, bien trop fin pour ce temps, et n'avait ni chapeau ni gants malgré le froid brutal. Ses cheveux étaient noirs et tombaient librement autour de son visage,
Et même à distance, il pouvait voir qu'elle tremblait violemment. Kalin se pencha et ouvrit la portière passagère, et elle monta rapidement, apportant avec elle une bouffée d'air glacé. Elle ferma la porte et s'assit là un moment, les mains jointes sur ses genoux, sans parler. De près, il pouvait voir qu'elle avait probablement la trentaine, avec une peau pâle et des yeux sombres qui semblaient anormalement grands dans son visage mince. Ses vêtements étaient étranges, non seulement inadaptés à la météo, mais aussi d'une certaine manière démodés, bien qu'il ne puisse pas tout à fait mettre le doigt sur ce qui lui donnait cette impression. « Merci, dit-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Merci de vous être arrêté. Je ne pensais pas que quelqu'un le ferait. »« Que faites-vous ici ?» demanda Kalin, sincèrement confus. « Où est votre voiture ? Êtes-vous blessé ?» Elle secoua lentement la tête. « Ma voiture a quitté la route. Là-bas. » Elle désigna vaguement derrière eux. « Je marche depuis un moment. J'ai besoin de rentrer chez moi. J'ai besoin d'aller au cimetière de Meadowbrook. » La déclaration le frappa comme étrange. Meadowbrook Cemetery, pas une adresse, pas une ville, mais un cimetière. Pourtant, elle était clairement en détresse, peut-être en hypothermie. Et ce n'était pas le moment de questionner sa destination. Il savait qu'il y avait une petite ville appelée Meadowbrook à environ 25 km devant eux. Il devait y avoir un cimetière là-bas, et présumément, elle vivait à proximité. « D'accord, dit-il. Je vais vous y emmener. Asseyez-vous et réchauffez-vous. » Il remit le camion en marche et accéléra prudemment, reportant son attention sur la route dangereuse devant lui. La femme resta assise silencieusement à ses côtés, ne bougeant presque pas, fixant simplement droit devant elle à travers le pare-brise et la neige tourbillonnante. Kalin essaya plusieurs fois d'engager la conversation, lui demandant son nom, si elle voulait qu'il appelle quelqu'un, mais elle ne donna que des réponses brèves qui ne répondaient pas vraiment à ses questions. Elle dit s'appeler Elisabeth. Elle dit de ne pas appeler qui que ce soit. Elle dit qu'elle devait simplement rentrer chez elle. Alors qu'il roulait, Kalin remarqua d'autres choses étranges chez sa passagère. Malgré avoir été dehors dans des températures sous zéro, elle ne semblait pas se réchauffer. Elle ne tremblait plus, mais sa peau restait d'un pâle mortel, presque luminescente sous la lueur des lumières du tableau de bord. Et bien qu'elle soit montée dans son camion couverte de neige, elle ne semblait pas mouillée. La neige avait simplement disparu, ne laissant aucune flaque sur le plancher en cèdre. La tempête semblait s'intensifier plus ils avançaient. La visibilité devint si mauvaise que Kalin faillit rater le tournant vers Meadowbrook. Elisabeth parla soudainement, sa voix urgente. « Là, Tongren là. » Il braqua le volant et négocia prudemment le virage sur une route plus petite qui menait à la ville. Les réverbères étaient rares et éloignés les uns des autres, et la plupart des maisons qu'ils passèrent étaient complètement sombres. Il était plus d'1 heure du matin et toute la ville semblait endormie. « Où exactement devez-vous aller ?» demanda-t-il. « Tout droit, dit-elle. Vous verrez les grilles. » Ils continuèrent sur la route principale à travers la ville jusqu'à ce que, comme elle l'avait dit, une paire de hautes grilles en fer apparut sur le côté droit. Même à travers la neige épaisse, Kalin pouvait distinguer les mots gravés dans l'arche de pierre au-dessus d'elle. « Cimetière de Meadowbrook. » Il se gara et mit le camion au point mort, confus. « Vous avez dit que vous deviez rentrer chez vous. Vous vivez près du cimetière ?» Elisabeth se tourna pour le regarder pour la première fois depuis qu'elle était montée dans le camion, et ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité qui le mit profondément mal à l'aise. « Je suis chez moi, » dit-elle doucement. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, avant même qu'il ne puisse traiter ce qu'elle voulait dire, elle ouvrit la portière passagère et descendit dans la tempête. La portière se referma derrière elle et elle marcha vers les grilles du cimetière sans se retourner. Kalin resta là, stupéfait, la regardant se déplacer dans la neige. Elle atteignit les grilles et les traversa simplement, sans les ouvrir, mais en passant à travers comme si elle n'était pas là. Puis elle disparut dans l'obscurité au-delà, avalée par la tempête et les ombres des pierres tombales. Son cœur battait maintenant à tout rompre, son esprit s'efforçant de trouver une explication rationnelle à ce qu'il venait de voir. Elle devait avoir ouvert les grilles. Il ne les avait simplement pas vues clairement à travers la neige, et le cimetière devait être adjacent à sa propriété. C'était la seule explication qui avait du sens. Mais même en essayant de se convaincre, il savait que quelque chose n'allait pas. La manière dont elle avait traversé ces grilles. La manière dont elle l'avait regardé avec ses grands yeux sombres. La manière dont elle ne s'était jamais vraiment réchauffée malgré être dans sa cabine chauffée. Il aurait dû partir à ce moment-là. Il aurait dû mettre le camion en marche et s'éloigner sans se retourner. Mais quelque chose le poussa à enquêter. Il attrapa sa lampe torche dans le compartiment de la portière, enfila son lourd manteau et descendit de la cabine dans le froid brutal. La neige imprégna immédiatement son jean alors qu'il se dirigeait vers les grilles du cimetière. Lorsqu'il les atteignit, il les trouva enchaînées et cadenassées,
La chaîne rouillée et manifestement pas ouverte depuis très longtemps. Kalin braqua sa lampe torche à travers les barreaux, balayant le cimetière au-delà. Le faisceau éclaira des rangées de pierres tombales, certaines anciennes et érodées, d'autres plus récentes. Puis sa lumière tomba sur quelque chose qui glaça son sang. À environ 9 mètres à l'intérieur du cimetière, directement dans l'alignement de l'endroit où la femme avait marché, se dressait une pierre tombale plus haute que les autres autour d'elle. Même à cette distance, il pouvait distinguer le nom gravé dans le granit, Elizabeth Holloway. Les mains tremblantes, il escalada le mur de pierre bas adjacent aux grilles et se dirigea vers la pierre tombale, le faisceau de sa lampe torche dansant sur le sol couvert de neige. Lorsqu'il l'atteignit, il écarta la neige de la gravure et lut l'inscription complète. Elizabeth Holloway, née le 15 mars 1961. Décédée le 18 décembre 1994. Fille et sœur bien-aimée, partie mais non oubliée. Le 18 décembre 1994. Kalin sortit son téléphone et vérifia la date. Le 18 décembre 2024. Exactement 30 ans jour pour jour. Puis il remarqua autre chose. Sous les dates, il y avait une autre ligne de texte, plus petite et presque effacée par des décennies d'intempéries. Morte dans un accident de voiture sur l'autoroute 50 pendant une tempête de neige. Les implications le frappèrent comme une vague. La femme qu'il avait prise en stop, celle qui était montée dans sa cabine et lui avait parlé, qui en était descendue quelques minutes plus tôt, était morte depuis 30 ans. Elle était décédée sur ce tronçon précis d'autoroute, à cette date exacte, dans des conditions météo identiques à celles de cette nuit. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle lui était apparue, demandant de l'aide pour rentrer chez elle, à l'endroit où son corps avait été mis en terre 3 décennies plus tôt. Kalin recula, manquant de peu de trébucher sur une autre pierre tombale. Sa lampe torche glissa de ses doigts engourdis et atterrit dans la neige, son faisceau pointé vers les flocons tombants. Il se pencha, la ramassa, puis se retourna et courut vers son camion aussi vite que la neige profonde le permettait. Il grimpa dans la cabine et claqua la porte, la verrouillant, même s'il savait que les verrous ne le protégeraient pas de ce qu'il venait de rencontrer. Le siège passager où elle s'était assise était vide, ne montrant aucun signe qu'une personne y avait été. Aucune trace de neige fondue. Aucune empreinte sur le tissu. Rien. Kalin tendit la main et toucha le siège. Il était froid, bien plus froid qu'il n'aurait dû l'être, même avec la portière ouverte brièvement. C'était un froid qui semblait irradier vers l'extérieur, un froid qui n'avait rien à voir avec la température et tout à voir avec l'absence, le vide, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il resta assis là pendant un long moment, sa respiration saccadée, son esprit essayant et échouant à construire une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Finalement, il mit le camion en marche et repartit prudemment sur la route. Il conduisit directement jusqu'à Salt Lake City sans s'arrêter à nouveau, pas même pour faire le plein, vidant son réservoir jusqu'à presque le vide parce que la pensée de s'arrêter quelque part dans le Nevada le remplissait d'une terreur irrationnelle. Lorsqu'il arriva au dépôt et déchargea sa cargaison, il appela son dispatch et demanda à être retiré des trajets dans le Nevada. Il n'offrit aucune explication et, heureusement, ils ne le pressèrent pas d'en donner une. Mais les rumeurs se propagent vite dans la communauté des routiers. Et en quelques semaines, d'autres conducteurs commencèrent à partager leurs propres histoires sur l'autoroute 50 dans le Nevada. Des histoires de femmes aux cheveux noirs prises en stop pendant des tempêtes de neige. Des histoires de demandes pour se rendre au cimetière de Meadowbrook. Des histoires de passagers disparaissant sans laisser de traces. Kalin ne conduisit plus jamais dans le Nevada en décembre. Et à chaque anniversaire de cette nuit-là, il se surprend à penser à Elizabeth Holloway, se demandant si elle est toujours là-bas, sur cette autoroute gelée, essayant toujours de trouver son chemin vers une tombe qu'il attend depuis plus de 30 ans. Certaines personnes disent que les esprits errent parce qu'ils ont des affaires inachevées. Mais Kalin pense que les affaires d'Elizabeth sont terminées depuis longtemps. Elle refuse simplement de l'accepter. Condamnée à répéter le même voyage encore et encore, cherchant éternellement de l'aide auprès d'étrangers qui ne peuvent pas lui donner ce dont elle a vraiment besoin. Une seconde chance à la vie qui lui a été volée lors d'une nuit sombre et enneigée, il y a 3 décennies. Jana était routière longue distance depuis 9 ans. Et pendant tout ce temps, elle avait conduit sous tous les types de temps, à toute heure du jour et de la nuit, et à travers tous les types de terrains que les États-Unis continentaux avaient à offrir. Elle s'enorgueillissait d'être alerte, professionnelle et avant tout, fiable. Son dossier était impeccable. Elle n'avait jamais été en retard sur une livraison, n'avait jamais eu d'accident, et n'avait jamais eu le moindre incident qui aurait pu soulever des questions sur sa compétence ou son jugement. Ce dossier impeccable rendait ce qui s'était passé cette nuit de mars dans le Montana encore plus impossible à expliquer et encore plus impossible à accepter. Elle transportait un chargement d'équipements industriels de Portland à Minneapolis, un itinéraire qui la faisait passer par certaines des parties les plus reculées et les plus belles du nord des États-Unis.
C'était un mercredi soir, il était un peu plus de 23 heures, et elle faisait un excellent temps. La météo était parfaite. Un ciel clair avec une lune brillante qui illuminait le paysage vide s'étendant sans fin dans toutes les directions. L'autoroute était droite, plate et complètement déserte. Elle n'avait croisé aucun autre véhicule depuis plus d'une heure, ce qui n'était pas inhabituel pour ce tronçon particulier du Montana. C'était le genre de trajet qui pouvait vous endormir dans un état dangereux d'inattention si vous n'étiez pas prudent. Alors Jana gardait son esprit actif en écoutant un podcast sur les mystères non résolus. Elle se souvient avoir vérifié son GPS à exactement 23h17. Elle venait de passer le kilomètre 287 sur l'autoroute 200, à environ 65 km à l'extérieur d'une petite ville appelée Circle. Son indicateur de carburant montrait les 3/4 du réservoir, plus qu'assez pour atteindre son arrêt prévu à Glendive. Le podcast discutait de la disparition d'un randonneur dans le parc national de Yellowstone. Tout était complètement normal, routinier, sans rien de remarquable, et c'est la dernière chose dont elle se souvient clairement pour l'heure suivante. Le prochain souvenir concret que Jana a est de devenir soudainement consciente de son environnement, comme si elle se réveillait d'un rêve, sauf qu'elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient ouverts, ses mains étaient sur le volant, et le camion roulait. Mais quelque chose semblait profondément faux. Sa tête lui faisait mal avec une migraine vicieuse qui semblait pulser derrière ses yeux. Sa bouche était incroyablement sèche, et il y avait un goût métallique étrange sur sa langue. Ses bras lui faisaient mal, comme si elle avait serré le volant trop fort pendant trop longtemps. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de clarifier sa vision, et regarda autour d'elle avec confusion. Elle était toujours sur l'autoroute 200, roulant vers l'est, mais rien ne semblait familier. Le paysage avait changé de manière subtile que son cerveau avait du mal à traiter. La lune était dans une position différente dans le ciel. Elle jeta un coup d'œil à son GPS et sentit son cœur sauter un battement. Elle était au kilomètre 352. Elle avait ce mot parcouru 105 km sans aucun souvenir de l'avoir fait. La panique montant dans sa poitrine, elle regarda l'horloge sur son tableau de bord. Il était minuit 23. Plus d'une heure s'était écoulée. Une heure entière de conduite, et elle n'avait aucun souvenir de quoi que ce soit. Sa première pensée terrifiante fut qu'elle s'était endormie au volant, qu'elle avait conduit inconsciente pendant 105 km et avait une chance incroyable d'être encore en vie. Mais cette explication ne collait pas. Si elle s'était endormie, le camion aurait quitté la route en quelques minutes. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu maintenir sa voie, négocier les courbes et garder une vitesse constante tout en étant inconsciente. Avec des mains tremblantes, Jana se gara sur le bas-côté et mit le camion au point mort. Elle resta assise là pendant un long moment, son cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle se sentait étrange, déconnectée de son corps d'une manière difficile à décrire. C'était comme si elle se voyait depuis une légère distance, pas tout à fait pleinement présente dans sa propre peau. La migraine empirait, une douleur aiguë et lancinante qui rendait difficile de penser clairement. Elle avait besoin de preuves, quelque chose pour l'aider à comprendre ce qui s'était passé pendant cette heure manquante. Son camion était équipé d'une caméra de tableau de bord qui enregistrait en continu, stockant les images sur une carte mémoire. Si elle avait conduit normalement, tout serait là. Et si quelque chose d'autre s'était passé, quelque chose dont elle ne se souvenait pas, la caméra l'aurait capturé aussi. Avec des doigts tremblants, elle atteignit le petit écran monté sur son tableau de bord qui lui permettait de revoir les images de la caméra de bord. Elle remonta à 23h15, juste avant le dernier moment dont elle se souvenait clairement. Les images montraient exactement ce dont elle se souvenait. L'autoroute s'étendant devant elle, illuminée par ses phares, le kilomètre 287 passant sur le côté droit. Elle se regarda conduire pendant quelques minutes de plus, tout semblant parfaitement normal. Puis, à exactement 23h21, les images devinrent noires. Pas de parasites, pas de corruption, juste une obscurité absolue. Le timestamp continuait à défiler dans le coin de l'écran, mais il n'y avait aucune image. Juste du noir, comme si la caméra avait été couverte ou avait cessé d'enregistrer, même si le timestamp indiquait qu'elle ne l'avait pas fait. Le noir continua pendant 53 minutes. À minuit 14, l'image revint soudainement, montrant l'autoroute exactement comme elle apparaissait maintenant, avec son camion roulant vers l'est à une vitesse constante de 100 km/h. Il n'y avait pas de transition, pas de fondu progressif, juste un retour abrupt de la vidéo. Et, plus étrange encore, pendant ces 53 minutes d'obscurité, le timestamp n'avait jamais cessé. Le temps avait continué à passer normalement, mais la caméra n'avait enregistré que du noir. Jana se sentit nauseose. Elle poussa sa portière et descendit de la cabine, ayant besoin d'air frais, ayant besoin de bouger, ayant besoin de sentir quelque chose de réel et de solide. L'air nocturne était frais contre sa peau, et elle prit plusieurs grandes inspirations, essayant de calmer ses pensées en course.
Ce fut alors qu'elle remarqua ses mains. À l'intérieur de ses deux avant-bras, juste en dessous de ses coudes, se trouvaient des marques qu'elle n'avait pas vues auparavant. Elles étaient rougeâtres et légèrement surélevées, disposées en un motif qui semblait presque géométrique, 3 marques sur chaque bras formant des triangles parfaits. Elle les fixa avec incrédulité. Elle n'était pas là quand elle avait commencé son service. Elle en était absolument certaine. Elle avait retroussé ses manches plus tôt dans la soirée lorsqu'elle s'était arrêtée pour dîner, et ses bras étaient intacts. Celles-ci étaient fraîches, la peau autour d'elles légèrement irritée, comme si elles étaient apparues récemment. Elles ne faisaient pas exactement mal, mais elle se sentait étrange, sensible d'une manière qui la rendait réticente à les toucher. En faisant le tour pour inspecter son camion, elle découvrit d'autres anomalies. Le volant, qui aurait dû être à température ambiante ou légèrement chaud de ses mains, était chaud au toucher. Pas inconfortablement chaud, mais distinctement tiède, comme s'il avait été exposé à une chaleur directe pendant une période prolongée. Le siège du conducteur montrait des signes de pression extrême. Le cuir était comprimé d'une manière qui suggérait qu'elle avait été assise avec un poids bien plus important que celui que son corps exerçait normalement, ou qu'elle avait été pressée dans le siège par une force externe. Le plus troublant de tout était ce qu'elle trouva lorsqu'elle vérifia son indicateur de carburant. Lorsqu'elle avait vérifié pour la dernière fois à 23h17, elle avait les 3/4 du réservoir. Maintenant, l'indicateur montrait un peu plus de la moitié. Elle avait consommé environ 1/4 de réservoir de carburant. Dans des conditions de conduite normales, son camion consommait du carburant à un rythme prévisible. 1/4 de réservoir aurait dû la mener à environ 190 km, mais selon son GPS, elle n'avait parcouru que 105 km. Où était passé le carburant supplémentaire? Que avait-elle fait pendant cette heure manquante qui avait brûlé autant de diesel? Jana sortit son téléphone, ses mains tremblant toujours, et essaya d'appeler son dispatch. Pas de réseau. Elle était au milieu de nulle part sans moyen de contacter qui que ce soit, assise à côté d'un camion qui avait apparemment conduit tout seul pendant 1 heure tandis qu'elle subissait une perte de mémoire totale. La partie logique de son cerveau insistait pour qu'il y ait une explication rationnelle. Un épisode médical, peut-être une crise ou une sorte d'état de fugue qui lui permettait de continuer à conduire en pilote automatique tandis que son esprit conscient était hors ligne. Mais cela n'expliquait pas les images de la caméra de bord, ni les marques sur ses bras, ni le carburant manquant, ni le volant brûlant. Elle remonta dans le camion, verrouilla les portes et resta assise là, essayant de décider quoi faire. Continuer à conduire vers sa destination et signaler cela à son arrivée. Faire demi-tour et se diriger vers l'hôpital le plus proche. S'arrêter et attendre le jour. Chaque option semblait inadéquate, mais elle décida finalement de continuer à conduire. Rester sur le bas-côté d'une autoroute reculée du Montana en pleine nuit semblait plus dangereux que d'avancer, surtout qu'elle n'avait pas de couverture réseau et aucun moyen d'appeler à l'aide si nécessaire. Le reste du trajet jusqu'à Glendive fut tendu et angoissant. Jana vérifia l'heure de manière obsessionnelle, la comparant à sa position GPS pour s'assurer que les deux correspondaient, pour s'assurer qu'elle ne perdait plus de temps. Elle se pinça à plusieurs reprises, essayant de rester alerte, essayant de maintenir une conscience absolue de son environnement. Les marques sur ses bras continuaient à picoter étrangement, et la migraine ne disparut jamais complètement, se transformant en une douleur sourde et persistante derrière ses yeux. Elle arriva à Glendive à 3h30 du matin et se gara dans le relais routier où elle était censée se reposer. Dès que son téléphone capta un signal, elle rechercha immédiatement ses symptômes, essayant de trouver une explication médicale à ce qui s'était passé. Elle apprit que les états de fugue existaient, des conditions psychologiques où les gens pouvaient accomplir des tâches complexes sans en avoir conscience. Mais ils n'expliquaient pas les preuves physiques, l'obscurité de la caméra de bord, la consommation excessive de carburant ou les marques sur ses bras. Au cours des jours suivants, alors qu'elle terminait sa livraison et commençait le trajet de retour, Jana commença à entendre des histoires d'autres routiers. Elle mentionna prudemment son expérience à quelques personnes en qui elle avait confiance, sans donner tous les détails, se contentant de demander si quelqu'un avait déjà perdu du temps en conduisant. Les réponses la choquèrent. 3 conducteurs différents, tous qu'elle savait être honnêtes et fiables, avouèrent avoir vécu des expériences similaires, toutes sur des autoroutes reculées dans le Montana ou les États voisins, tout impliquant une perte de temps, généralement entre 30 minutes et 2 heures, toutes accompagnées de symptômes physiques étranges. Maux de tête, marques sur la peau, fatigue inhabituelle, et dans un cas, un saignement de nez qui avait commencé spontanément. Un conducteur, un homme plus âgé nommé Marcus, qui conduisait depuis plus de 20 ans, la prit à part et lui dit quelque chose qui lui glaça le sang. Il affirma que le tronçon de l'autoroute 200 dans le Montana était connu parmi certains routiers comme une zone à problème. Les gens l'évitaient quand c'était possible, surtout la nuit. Il y avait trop de rapports de temps perdu, trop d'incidents inexpliqués, trop de conducteurs arrivant à destination incapables de rendre compte de portions de leur voyage. Il lui dit qu'il y a plusieurs années,
Un conducteur avait signalé avoir vu des lumières étranges dans le ciel au-dessus de cette autoroute. Des lumières qui bougeaient de manière qu'aucun aéronef ne pouvait reproduire. Ce conducteur avait été qualifié de fou, son récit rejeté comme de la fatigue ou une recherche d'attention. Mais Marcus le croyait, car Marcus avait vu les lumières, lui aussi. Jana ne conduisit plus jamais sur ce tronçon de l'autoroute 200, du moins pas la nuit. Elle demanda des changements d'itinéraire à son dispatch, et lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle se contenta de dire qu'elle préférait d'autres routes. Son entreprise accepta la demande sans trop de questions, mais elle conserve toujours les images de la caméra de bord sauvegardées sur une clé USB. C'est 53 minutes d'obscurité inexplicable qui n'auraient pas dû exister. Elle a toujours les marques sur ses bras, estompées maintenant, mais encore visibles sous la bonne lumière. 3 petites cicatrices triangulaires qu'aucun médecin n'a pu expliquer adéquatement. Elle ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette heure manquante. Les explications rationnelles ne correspondent pas aux preuves, mais les explications irrationnelles sont trop terrifiantes pour être pleinement acceptées. Tout ce qu'elle sait avec certitude, c'est que pendant 105 km sur une autoroute reculée du Montana, quelque chose a pris le contrôle de son camion, de son corps ou de son esprit. Et elle n'a aucune idée de ce que c'était ou pourquoi cela l'a choisi. Et la vérité terrifiante est que cela pourrait se reproduire pour elle ou pour quelqu'un d'autre, une autre nuit sombre où l'autoroute est vide et les témoins rares. Certains mystères, elle l'a appris, ne sont pas faits pour être résolus. Certaines questions sont trop dangereuses pour y répondre, et certaines routes valent mieux ne pas être empruntées après la tombée de la nuit. Jasine conduisait des camions depuis près de 14 ans lorsqu'elle rencontra quelque chose qui la fit remettre en question la sécurité de la carrière qu'elle avait construite toute sa vie. Elle avait 38 ans, était expérimentée, prudente et n'avait jamais ressenti une réelle menace sur la route. Bien sûr, il y avait des conducteurs agressifs, des conditions météo difficiles et des problèmes mécaniques occasionnels, mais rien qui l'ait jamais fait craindre pour sa vie. La radio CB de son camion avait toujours été une source de réconfort, un lien avec d'autres conducteurs qui comprenaient la solitude et les défis de la vie sur l'autoroute. Elle n'avait jamais imaginé que cela pourrait devenir une arme utilisée contre elle. Tout commença un jeudi soir, à la fin du mois d'octobre. Jasine transportait un chargement de meubles de Caroline du Nord vers l'Ohio, roulant vers le nord sur l'Interstate 77 à travers la Virginie. Le soleil s'était couché environ 1 heure plus tôt, et elle s'installait dans le rythme de la conduite nocturne. Cet état presque méditatif où les lignes blanches et les feux arrière rouges deviennent une sorte de mantra visuel. Sa radio CB était réglée sur le canal 19, le canal standard pour les routiers. Les conversations étaient typiques pour cette heure de la nuit. Des conducteurs avertissant des pièges de vitesse, discutant des conditions de circulation, partageant des informations sur les aires de repos et les relais routiers le long de l'itinéraire. Vers 20h30, une nouvelle voix se fit entendre à travers le haut-parleur. Un homme avec un ton lisse, presque agréable. Il demandait des informations sur les conditions routières plus au nord, si quelqu'un savait si le relais routier au kilomètre 152 avait des places de parking disponibles. Plusieurs conducteurs répondirent avec des informations, et la conversation était entièrement banale. Jasine ne participa pas, elle écouta simplement, comme elle le faisait souvent. Elle préférait rester silencieuse sur la CB, à moins d'avoir quelque chose d'important à contribuer ou d'avoir besoin d'informations spécifiques. Puis la voix se fit entendre à nouveau, et cette fois, elle était différente. Et, là-bas, la conductrice du Freightliner blanc avec la remorque rouge. « Tu as été bien silencieuse ce soir. Tout va bien ?» Jasine jeta instinctivement un coup d'œil dans ses rétroviseurs. Elle conduisait effectivement un Freightliner blanc avec une remorque rouge. La description était exacte, mais il y avait des milliers de camions qui correspondaient à cette description. Cela devait être une coïncidence. Pourtant, quelque chose dans la manière dont il l'avait dit la mit mal à l'aise. Elle ne répondit pas. Quelques minutes passèrent et la voix revint. « Allez, ne sois pas timide. Je sais que tu peux m'entendre. Tu nous as écoutés discuter pendant la dernière heure. » Sa prise sur le volant se resserra. Comment savait-il qu'elle avait écouté, à moins qu'il ne soit à proximité et qu'il n'ait observé son camion? Elle examina ses rétroviseurs plus attentivement, observant les véhicules autour d'elle. Il y avait plusieurs camions sur l'autoroute, mais aucun ne semblait lui prêter une attention particulière. Décidant de tester s'il parlait vraiment d'elle ou s'il faisait simplement une supposition chanceuse, elle prit le combiné de sa CB. « Ici le Freightliner blanc. Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, gardant sa voix neutre et professionnelle. La réponse vint immédiatement, et le ton lui donna la nausée. « Oh, te voilà. Je commençais à penser que tu m'ignorais, Jasine. » Ce n'aurait pas été très poli. Il avait utilisé son nom. Son vrai nom. La radio CB était conçue pour être anonyme. Les conducteurs utilisaient des pseudonymes ou des indicatifs,
pas leur vrai nom. Elle n'avait jamais mentionné son nom sur la CB. Pas ce soir-là. Jamais. Son cœur commença à battre plus vite. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-elle, essayant de garder la peur hors de sa voix. Le rire qui sortit du haut-parleur était bas et dérangeant. « Je sais beaucoup de choses sur toi, Jazine. Je sais que tu transportes des meubles. Je sais que tu as quitté Charlotte à 14h cet après-midi. Je sais que tu as un arrêt à Columbus. Dois-je continuer ? » Ce n'était plus inconfortable. C'était terrifiant. Quelqu'un la suivait, avait des informations sur son itinéraire, sa cargaison, son emploi du temps, des informations qui ne devaient pas être publiques. L'esprit de Jazine se mit à tourner à toute vitesse. Un employé mécontent de son entreprise. Quelqu'un qui avait piraté leur système de dispatch. Un harceleur qui la suivait depuis Dieu sait combien de temps. Chaque scénario était effrayant. « Qui es-tu » exigea-t-elle, sa voix plus dure maintenant. « Qu'est-ce que tu veux » La voix prit une qualité presque enjouée, comme s'il appréciait sa détresse. « Ce que je veux, c'est avoir une conversation. » Est-ce trop demandé ? Tu passes toutes ces heures solitaires sur la route. J'ai pensé que tu pourrais apprécier un peu de compagnie. Une vraie compagnie, pas seulement des bavardages sans fin sur la circulation et la météo. D'autres routiers sur le canal s'étaient tus. Ils écoutaient maintenant, reconnaissant que quelque chose n'allait pas. Une conductrice, une femme dont Jazine avait entendu la voix plus tôt, intervint. « Mon pote, qui que tu sois, laisse-la tranquille. Ce n'est pas drôle. » La réponse du harceleur fut immédiate et cinglante. « Je ne parlais pas à toi. Occupe-toi de tes affaires ou tu pourrais te retrouver avec tes propres problèmes. » Jazine prit une décision rapide. Elle changea sa CB pour un autre canal, espérant échapper au harcèlement. Pendant environ 10 minutes, il y eut un silence béni. Elle utilisa ce temps pour appeler son dispatch, expliquant la situation. Il la prit au sérieux et contacta immédiatement leur service de sécurité. Ils lui conseillèrent de se diriger vers le relais routier le plus proche avec un bon éclairage et beaucoup d'autres conducteurs autour, et d'appeler la police si le harcèlement continuait. Mais avant qu'elle n'atteigne la prochaine sortie, la voix se fit entendre à nouveau. Maintenant sur le nouveau canal qu'elle avait choisi. Did you really think changing channels would help? I told you, Jazin, I know a lot about you. I know you just called your dispatcher. I know you're scared. I can practically hear your heart pounding from here. L'implication était claire. Il était proche. Assez proche pour la voir, pour la regarder passer l'appel. Elle regarda frénétiquement ses rétroviseurs, les véhicules autour d'elle. Il y avait 3 camions en vue. Un à environ 400 mètres devant, un dans la voie à côté d'elle légèrement en arrière, et un peut-être à 800 mètres derrière. N'importe lequel d'eux pouvait être lui. Ou il pouvait être dans une voiture, quelque chose de moins évident, quelque chose qui n'attirait pas son attention. « Voici ce que je veux que tu saches », continua la voix, son ton devenant plus sombre, plus menaçant. « Je pourrais te rejoindre à tout moment. En ce moment, tu passes la sortie 58. Dans environ 5 km, tu arriveras à une aire de repos sur le côté droit. Tu devrais t'y arrêter. Nous pourrons enfin nous rencontrer face à face. Je te promets que ça en vaudra la peine. » Jazina se sentit tísicament malada. Il lui donnait des instructions, lui disait où aller, parlant comme s'il avait autorité sur ses mouvements. Elle n'allait pas s'arrêter dans une aire de repos. Mais le fait qu'il se sente assez confiant pour faire une telle demande lui disait que ce n'était pas un harcèlement aléatoire. C'était quelque chose de calculé, de planifié. Elle était devenue une cible, bien qu'elle n'ait aucune idée de la raison. Le camion dans la voie à côté d'elle, un Peterbilt bleu foncé, accéléra soudainement et la dépassa. En passant, elle vit clairement le conducteur dans la lueur des lumières de l'autoroute. Un homme d'âge moyen, casquette de baseball, complètement concentré sur la route devant lui. Rien chez lui ne semblait menaçant, mais alors sa CB grésilla à nouveau. « As-tu vu mon signe ? J'étais juste là, à côté de toi. Si proche que j'aurais pu tendre la main et toucher ton camion. » Elle n'avait vu personne faire un signe. Le conducteur du Peterbilt n'avait même pas regardé dans sa direction, ce qui signifiait que le harceleur mentait, essayant de la rendre paranoïaque, essayant de lui faire suspecter chaque véhicule autour d'elle. C'était une guerre psychologique, et ça fonctionnait. Ses mains tremblaient si fort maintenant qu'elle avait du mal à maintenir une prise ferme sur le volant. La sortie 61 approchait, et Jazine prit une décision en une fraction de seconde. Sans clignoter, elle traversa soudainement 2 voies et prit la sortie à la dernière seconde possible. Son camion pencha fortement alors qu'elle prenait le virage plus vite qu'elle n'aurait dû. Derrière elle, elle entendit le coup de klaxon furieux d'un conducteur qu'elle avait coupé, mais elle s'en moquait. Elle devait voir si quelqu'un la suivrait.
Elle prit la bretelle de sortie et se gara immédiatement dans une petite station-service en haut de la bretelle, positionnant son camion de manière à voir l'autoroute et quiconque venant de la sortie. Pendant plusieurs longues minutes, personne ne la suivit. Le trafic continua à circuler normalement sur l'interstate. Elle resta assise là, moteur tournant au ralenti, observant et attendant. Peut-être l'avait-elle semé. Peut-être n'avait-il pas pu suivre sa manœuvre soudaine. Puis sa CB grésilla une dernière fois. C'était malin, Jazine. Réflexe rapide, mais ça ne change rien. Je ne te suis pas. Je sais déjà exactement où tu vas. Je te verrai à Columbus. Dors bien ce soir, si tu le peux. La transmission se termina et le canal redevint silencieux. Jazine resta assise là, sur le parking de cette station-service pendant 20 minutes, tout son corps tremblant, des larmes de frustration et de peur coulant sur son visage. Elle appela la police et déposa une plainte. Ils prirent ces informations et dirent qu'ils augmenteraient les patrouilles le long de son itinéraire, mais il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire sans connaître l'identité de la personne derrière les transmissions. Elle appela aussi son dispatch et lui demanda de contacter les forces de l'ordre dans la région. En moins d'une heure, son dispatch la rappela avec des informations qui lui glacèrent le sang. Il y avait une enquête active dans la région impliquant un tueur en série de routiers. Au cours des 18 derniers mois, 4 conducteurs de camions, 3 femmes et un homme, avaient été assassinés dans divers relais routiers et aires de repos à travers la Virginie occidentale et l'Ohio. Le tueur ciblait des conducteurs qui voyageaient seuls, utilisant les radios CB pour traquer et sélectionner ses victimes. Les forces de l'ordre croyaient que le tueur était soit un routier lui-même, soit quelqu'un qui passait beaucoup de temps autour des routiers et des relais routiers, quelqu'un qui comprenait la culture et les schémas de communication. Ils surveillaient les canaux CB mais n'avaient pas pu identifier le suspect. Le fait qu'il ait des informations détaillées sur l'itinéraire et la cargaison de Jazine suggérait qu'il avait accès au système de dispatch ou obtenait des informations de quelqu'un à l'intérieur d'une entreprise de transport. Jazine ne dormit pas cette nuit-là. Elle conduisit directement jusqu'à Columbus. Arrivant à 5 heures du matin, elle livra sa cargaison à l'entrepôt et demanda immédiatement une escorte policière pour son trajet de retour. Son entreprise, maintenant pleinement consciente de la situation et de l'enquête en cours, approuva la demande sans poser de questions. Un véhicule de la police d'État la suivit pendant la majeure partie du trajet de retour vers la Caroline du Nord. Elle n'entendit plus jamais parler du harceleur. Mais 3 semaines plus tard, son dispatch l'appela avec des nouvelles. Un homme avait été arrêté en lien avec les meurtres de routiers. C'était un ancien coordinateur logistique pour une entreprise de transport de taille moyenne, quelqu'un qui avait été licencié pour comportement inapproprié envers les employées féminines. Après son licenciement, il avait apparemment commencé à cibler les routiers, utilisant ses connaissances des systèmes de dispatch et des itinéraires pour sélectionner ses victimes. Il piratait les bases de données des entreprises, obtenait des informations sur les itinéraires, puis utilisait les radios CB pour terroriser et traquer les conducteurs avant de les attaquer dans des endroits vulnérables. Le détail le plus troublant était ce que la police avait trouvé lorsqu'ils avaient perquisitionné son appartement. Il avait une liste de victimes potentielles, complète avec des photographies, des informations sur les itinéraires et des notes détaillées. Le nom de Jazine était sur cette liste. Sa photo était sur son mur. Selon les enquêteurs, elle était sa prochaine cible prévue, et sa décision de prendre cette sortie inattendue, ainsi que ses appels immédiats au dispatch et aux forces de l'ordre, avaient probablement sauvé sa vie. Si elle avait continué sur son itinéraire comme prévu, si elle s'était arrêtée dans le relais routier où elle avait initialement prévu de se reposer, il l'aurait attendu. L'homme fut finalement reconnu coupable de 3 meurtres. Une victime n'avait jamais été retrouvée, et les enquêteurs croyaient qu'il pouvait y en avoir d'autres qu'ils ne connaissaient pas. Jazine témoigna à son procès, décrivant les transmissions CB et la terreur qu'elle avait ressentie cette nuit-là. Le jury délibéra moins de 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Jazine conduit toujours des camions, mais elle n'utilise plus sa radio CB. Elle la garde dans la cabine, éteinte, comme un rappel de la manière dont quelque chose d'aussi innocent que la communication entre routiers peut être détourné en une arme. Elle varie maintenant ses itinéraires, ne prenant jamais le même chemin 2 fois de suite, demandant toujours des changements de dernière minute dans ses affectations quand c'est possible. Elle a installé des caméras de sécurité supplémentaires sur son camion et garde du spray au poivre et une alarme personnelle à portée de main en tout temps. La liberté et l'indépendance qu'elle aimait tant dans le métier de routier ont été définitivement entachées par la connaissance qu'on l'observait, qu'on l'étudiait, qu'on prévoyait de lui faire du mal, et elle sait qu'elle a été l'une des chanceuses. 3 autres conducteurs n'ont pas eu cette chance. Leur vie écourtée par un prédateur qui a utilisé les outils mêmes de leur métier pour les traquer. L'autoroute, autrefois un lieu de possibilités et d'aventures, portera toujours l'ombre de cette nuit où une voix sur la radio CB a transformé son camion d'un sanctuaire en une cible.
Indiana conduisait professionnellement depuis 6 ans lorsqu'elle rencontra quelque chose qui défiait toute explication rationnelle sur laquelle elle s'était toujours appuyée. Elle se considérait comme une sceptique, quelqu'un qui croyait en la science, la logique et les preuves empiriques. Les histoires de fantômes et les récits paranormaux n'étaient pour elle que des divertissements, rien de plus. Mais ce qui se passa pendant ces heures du petit matin sur l'Interstate 80, dans le Nebraska, brisa sa vision du monde et la laissa avec des questions qui la hantent encore aujourd'hui. C'était un mardi à la fin du mois de septembre, et Indiana transportait un chargement d'équipements agricoles de l'Iowa au Wyoming. Le trajet s'était déroulé sans incident jusqu'à présent, juste des kilomètres et des kilomètres de terres agricoles plates, laissant progressivement place aux plaines sans fin du Nebraska. Elle avait quitté Council Bluff vers 19 h et faisait bon temps. À minuit, elle était profondément enfoncée dans le Nebraska, roulant sur un tronçon de LI-80 tristement célèbre parmi les routiers pour sa monotonie. L'autoroute était droite comme une flèche sur des dizaines de kilomètres, avec rien d'autre que l'obscurité de chaque côté et, de temps en temps, les phares d'un véhicule venant en sens inverse. Le trafic était extrêmement léger à cette heure. Indiana n'avait croisé aucun autre véhicule dans les deux sens depuis au moins 20 minutes. Les seuls sons étaient le grondement régulier de son moteur diesel et le bourdonnement de ses pneus sur le bitume. Elle avait la radio CB allumée, mais il n'y avait pas de conversation, juste des éclats occasionnels de parasites. C'était le genre de calme qui pouvait rendre une personne somnolente si elle n'était pas prudente. Alors elle gardait sa vitre légèrement entrouverte pour laisser entrer l'air frais et l'aider à rester alerte. À environ minuit 45, elle remarqua quelque chose sur le bas-côté de l'autoroute devant elle. Au début, elle crut que ce pouvait être un cerf ou un autre animal, mais à mesure que ses phares l'éclairaient plus clairement, elle réalisa qu'il était debout. Il était grand, peut-être 2,10 mètres, et complètement noir, non pas vêtu de vêtements noirs, mais noir en lui-même, comme s'il absorbait toute la lumière au lieu de la réfléchir. Il avait une forme vaguement humaine, mais aucun trait distinctif. Pas de visage, pas de détails vestimentaires, juste une silhouette sans trait, immobile sur le côté de la route. La première pensée rationnelle d'Indiana fut que ce devait être une personne portant une sorte de tenue inhabituelle. Peut-être quelqu'un dont le véhicule était en panne. Mais à mesure qu'elle s'approchait, plusieurs choses lui semblèrent profondément anormales. La silhouette ne bougeait pas du tout, pas même le léger balancement ou le transfert de poids que toute personne vivante aurait exhibé. Elle était parfaitement immobile, comme une statue, et, plus étrange encore, ses phares semblaient s'atténuer en tombant sur elle, comme si la lumière était absorbée plutôt que réfléchie. Elle dépassa la silhouette à environ 100 km/h. Et dans le bref instant où elle fut à côté de son camion, elle ressentit une sensation écrasante de mal, un instinct primitif hurlant en elle de s'éloigner. Elle appuya plus fort sur l'accélérateur, son cœur commençant à battre la chamade pour des raisons qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. Dans son rétroviseur, elle vit la silhouette s'éloigner dans l'obscurité derrière elle. Elle n'avait pas bougé, ne s'était pas retournée pour la regarder passer. Elle se tenait simplement là, un vide en forme de personne. Pendant les quelques minutes suivantes, Indiana essaya de rationaliser ce qu'elle avait vu. Peut-être était-ce une sorte d'installation artistique, une sculpture placée le long de l'autoroute. Ou peut-être ses yeux fatigués avaient-ils mal interprété quelque chose d'ordinaire, un panneau ou un marqueur de quelque sorte. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'aucune de ces explications ne correspondait à ce qu'elle avait witnessed. Cette chose, quoi qu'elle fût, avait été autre chose. Puis elle en vit une seconde. Elle se tenait à environ 800 mètres plus loin, exactement dans la même position que la première, sur le bas-côté droit, faisant face à l'autoroute. Même taille, même silhouette noire sans trait, même immobilité dérangeante. Cette fois, en s'approchant, elle ralentit délibérément pour mieux voir. La silhouette se dessina dans ses phares, et elle put voir avec une clarté absolue que ce n'était pas une personne, pas une sculpture, rien qu'elle pouvait identifier. C'était l'obscurité incarnée, un trou dans la réalité en forme d'être humain. Alors qu'elle dépassait la deuxième silhouette, elle remarqua quelque chose qui lui donna la chair de poule. Elle n'avait pas d'ombre. Malgré le fait qu'elle se tenait directement dans le faisceau de ses phares, la silhouette ne projetait aucune ombre sur le sol derrière elle. C'était impossible. Tout ce qui bloque la lumière crée une ombre. Mais pas cette chose. Elle était une ombre elle-même, debout en 3 dimensions d'une manière ou d'une autre. Indiana attrapa le combiné de sa CB, sa main tremblant. Breaker 1 à 9, ici un camion roulant vers l'ouest sur LI 80 au kilomètre 303. Est-ce que quelqu'un d'autre voit ces choses sur le côté de la route? Pendant un moment, il n'y eut que des parasites. Puis une voix répondit, un autre routier, un homme, qui semblait tendu. Ici, roulant vers l'ouest au kilomètre 311. Ouais, je les vois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La confirmation d'un autre conducteur était à la fois rassurante et plus terrifiante.
Elle ne hallucinait pas, n'imaginait pas des choses. Quelqu'un d'autre était témoin du même phénomène. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle. « J'en ai dépassé 2 jusqu'à présent. En as-tu vu d'autres » La voix de l'autre conducteur revint immédiatement. « J'en ai compté 5 au cours des 16 derniers kilomètres. Elles deviennent plus fréquentes. » Une troisième voix rejoignit la conversation. Celle-ci était féminine et clairement effrayée. « Ici, roulant vers l'est au kilomètre 318. J'en vois aussi. Il y en a 3 ensemble de mon côté maintenant. Elles sont juste là, sans bouger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. » Les phares d'Indiana capturèrent une autre silhouette devant elle, puis une autre, et encore une autre. Dans les 8 kilomètres suivants, elle en compta 8 de plus, toutes debout le long du bas-côté de l'autoroute. Certaines étaient seules, d'autres semblaient en groupe de 2 ou 3. Tout était identique. Grande, sans traits, parfaitement noire, absorbant la lumière plutôt que de la réfléchir, et tout était complètement immobile, comme si elles attendaient quelque chose. La radio CB s'anima avec d'autres voix. Maintenant, au moins 6 ou 7 conducteurs différents rapportaient les mêmes observations, tous sur le même tronçon de LI 80. Certains conducteurs semblaient sceptiques, exigeant de savoir si c'était une sorte de canular. D'autres semblaient sincèrement terrifiés. Un conducteur affirma s'être arrêté pour enquêter sur l'une des silhouettes, et lorsqu'il s'était approché à moins de 3 mètres d'elle, le moteur de son camion s'était éteint. Il avait dû attendre 15 minutes avant qu'il ne redémarre. Et pendant ce temps, la silhouette n'avait pas bougé ni réagi à sa présence. Indiana continuait à conduire, trop effrayée pour s'arrêter, regardant avec une horreur croissante de plus en plus de silhouettes noires apparaître. Elle bordait maintenant les 2 côtés de l'autoroute, se tenant à des intervalles irréguliers, parfois près de la route, parfois plus en arrière sur le bas-côté. À certains endroits, il y avait des écarts d'1 demi-kilomètre entre elles. À d'autres, elles se tenaient en grappes de 5 ou 6 ensemble, comme si elles se rassemblaient. Puis, elle remarqua quelque chose qui lui fit l'estomac. Les silhouettes n'étaient pas simplement debout au hasard. Elles formaient un motif, une sorte de couloir, guidant le trafic le long de l'autoroute, et elles devenaient plus fréquentes à mesure qu'elles roulaient vers l'ouest, les écarts entre elles se réduisant. Elles conduisaient plus profondément dans ce que c'était, pas en s'éloignant. « Nous devons quitter cette autoroute », dit-elle dans sa CB, essayant de garder sa voix stable. « Tout le monde qui m'écoute, prenez la prochaine sortie. Ne continuez pas à conduire à travers ça. » Plusieurs conducteurs furent d'accord, mais les sorties étaient rares sur ce tronçon de l'autoroute du Nebraska. La prochaine sortie était encore à 20 km devant, et Indiana n'était pas sûre de vouloir voir ce qui l'y attendrait. Alors qu'elle continuait à conduire, les silhouettes noires commencèrent à changer de comportement. Elles ne bougeaient toujours pas de manière conventionnelle, mais elles semblaient maintenant orientées différemment. Avant, elles faisaient face à l'autoroute, comme si elles regardaient le trafic passer. Maintenant, elles tournaient le dos, regardant vers quelque chose dans la distance qu'Indiana ne pouvait pas voir. C'était comme si sa présence, et celle des autres conducteurs, n'intéressait plus les silhouettes. Quelque chose d'autre avait capté leur attention. La radio CB grésilla avec une nouvelle voix. Un homme plus âgé qui semblait avoir conduit des camions depuis des décennies. « Écoutez-moi bien, tout le monde. Je roule sur cette route depuis 30 ans. Ça arrive parfois. Pas souvent, peut-être une fois tous les quelques années. Personne ne sait ce que c'est. La meilleure chose à faire est de continuer à conduire. Ne vous arrêtez pas. N'essayez pas d'interagir avec elles. Elles auront disparu d'ici l'aube. Continuez simplement à avancer. » Son ton pragmatique était d'une manière ou d'une autre plus dérangeant que la peur dans les autres voix. Il parlait d'expérience, traitant ce phénomène impossible comme s'il n'était qu'une simple nuisance, comme une mauvaise météo ou des travaux routiers. Combien de fois cela s'était-il produit? Combien de conducteurs avaient vu ces choses et ne les avaient jamais signalées? Soit parce qu'ils ne pensaient pas que quelqu'un les croirait, soit parce qu'ils étaient simplement trop secoués pour en parler. Indiana dépassa ce qui devait être la 50e silhouette noire lorsque quelque chose changea. L'obscurité devant semblait s'intensifier, comme si la nuit elle-même devenait plus concentrée. Ses phares, qui auraient dû éclairer au moins 90 mètres d'autoroute, atteignaient à peine 30 mètres. La lumière était absorbée par quelque chose, avalée par l'obscurité qui pressait de tous côtés. Puis, tout à coup, les silhouettes noires bougèrent, non pas vers l'autoroute, mais en s'éloignant. En perfecta synchronisation. Chacune d'elles fit un pas en arrière, puis un autre, puis un autre. Elles se retiraient, s'éloignant de la route et plus profondément dans l'obscurité des plaines. En quelques instants, elles avaient reculé au-delà de la portée de tout phare. Disparaissant dans le vide noir d'où elles semblaient être apparues. La radio CB explosa avec des voix confuses. D'autres conducteurs confirmaient ce qu'Indiana venait de voir.
Les silhouettes avaient disparu, toutes, aussi soudainement et inexplicablement qu'elles étaient apparues. L'obscurité devant commença à se lever, et les phares d'Indiana retrouvèrent leur portée normale. L'autoroute avait maintenant l'air complètement ordinaire, juste un tronçon vide de bitume traversant les plaines du Nebraska. Indiana conduisit en silence pendant encore quelques minutes, son cœur battant toujours la chamade, ses mains serrant toujours le volant trop fort. La sortie apparut enfin et elle la prit. Elle se gara dans un relais routier où plusieurs autres camions étaient déjà stationnés. Elle descendit de sa cabine sur des jambes tremblantes et trouva 3 autres conducteurs debout sur le parking. Tous avaient l'air aussi secoués qu'elle. Ils échangèrent des histoires, confirmant qu'ils avaient tous vu les mêmes choses, vécu les mêmes événements inexplicables. L'un des conducteurs sortit son téléphone et lui montra une photographie qu'il avait réussi à prendre en conduisant à côté de l'une des silhouettes noires. Sur l'image, il n'y avait que de l'obscurité là où la silhouette aurait dû être. Pas une forme floue, pas un contour vague, juste un noir absolu en forme de personne, plus sombre que la nuit autour. La photographie n'aurait pas dû être possible. Les appareils photo numériques ne capturent pas l'absence. Ils capturent la lumière. Pourtant, voici la preuve de quelque chose qui absorbait toute la lumière, quelque chose qui créait un vide dans la réalité visuelle. Ils appelèrent la police locale et signalèrent ce qu'ils avaient vu, mais le standardiste semblait las, comme si ce n'était pas le premier appel de ce genre qu'il recevait concernant ce tronçon d'autoroute. Un officier fut envoyé pour vérifier la zone, mais lorsqu'il arriva, il n'y avait rien à trouver. L'autoroute était vide, le bas-côté dégagé. Quelles que fussent les silhouettes noires, elles n'avaient laissé aucune trace de leur présence, aucune preuve qu'elles avaient jamais existé. Indiana termina son trajet jusqu'au Wyoming, mais elle demanda un itinéraire différent pour le voyage de retour. Elle ne voulait pas conduire sur cette section de LI 80 à nouveau, surtout pas la nuit. Dans les semaines qui suivirent, elle fit des recherches sur des incidents similaires et trouva des rapports épars remontant à des décennies. Des routiers, des voyageurs, même des résidents locaux avaient signalé avoir vu de grandes silhouettes noires centrées debout le long des autoroutes, particulièrement dans des zones reculées pendant les heures entre minuit et l'aube. Certains les appelaient des « gens de l'ombre ». D'autres leur donnaient différents noms, mais les descriptions étaient toujours étrangement similaires. Personne n'a jamais capturé de vidéo ou de preuves photographiques claires. Personne n'a jamais réussi à approcher l'une d'elles ou à documenter ce qu'elles sont. Elles apparaissent simplement, restent immobiles pendant des heures, puis disparaissent sans explication. Les scientifiques n'ont pas de théorie. Les forces de l'ordre traitent les rapports comme des hallucinations ou des canulars. Mais ceux qui les ont vus connaissent la vérité. Il y a quelque chose là-bas, dans l'obscurité. Quelque chose qui existe à la limite de notre perception. Quelque chose qui nous observe depuis le bord de l'autoroute, puis se retire dans le vide d'où il est venu. Et ceux qui en ont été témoins sont laissés avec la connaissance inconfortable que la réalité est bien plus étrange et bien plus terrifiante que nous ne l'avons jamais imaginé possible. Dallon transportait des marchandises à travers le Midwest depuis 11 ans, et il pensait connaître tous les tours que la route pouvait jouer à un conducteur fatigué. La manière dont l'épuisement peut vous faire voir des choses qui n'existent pas, la manière dont de longs tronçons de paysages identiques peuvent créer l'illusion que vous ne bougez pas du tout. Il avait vécu l'hypnose de l'autoroute qui fait que les heures se confondent. Et il avait appris à reconnaître quand son esprit lui jouait des tours. Mais ce qui se passa cette nuit brumeuse au Kansas n'était pas un tour de l'esprit. Et ce n'était pas quelque chose pour lequel des années d'expérience auraient pu le préparer. C'était début mars, et Dallon était en plein milieu d'un trajet de Kansas City à Denver, transportant des pièces automobiles. Il avait quitté Kansas City vers 18 h, prévoyant de conduire toute la nuit et d'arriver à destination vers le milieu de la matinée. Le temps était clair lorsqu'il avait commencé. Mais alors qu'il roulait vers l'ouest à travers le Kansas, un brouillard épais s'installa apparemment de nulle part. C'était le genre de brouillard qui réduisait la visibilité à presque rien, un mur blanc dans ce que ses phares pouvaient à peine pénétrer. Il dut ralentir à 65 km/h, puis à 50 km/h, forçant pour voir la route devant lui. À 3 h du matin, il se trouvait quelque part entre Celena et Hay. Bien que le brouillard rendît difficile de garder une trace exacte de l'endroit où il se trouvait, son GPS agissait étrangement, l'écran scintillant de temps en temps et le trajet se recalculant sans raison apparente. Il attribua cela à une mauvaise réception satellite causée par le temps et continua à conduire, se fiant à l'autoroute elle-même pour le guider. C'est alors qu'il vit le panneau émerger du brouillard. Bienvenue à Millbrook, population 847. Il ne reconnaissait pas le nom, mais de petites villes parsemaient cette partie du Kansas comme des graines dispersées, la plupart à peine assez grandes pour mériter une place sur la carte. L'autoroute courbait doucement en entrant dans la ville, et Dallon pouvait voir une poignée de bâtiments de chaque côté de la route. Une station-service fermée pour la nuit.
Un petit dîner avec une enseigne au néon brillant dans le brouillard, annonçant un service 24 heures sur 24. Un silo à grains se dressant comme un sentinelle à la lisière de la ville. Et là, sur le côté droit, un parking avec 3 voitures et un pick-up. Dallon conduisait depuis 9 heures et avait désespérément besoin de café. Le dîner semblait ouvert, et il pouvait utiliser une pause pour s'étirer les jambes et laisser une partie du brouillard se dissiper. Il gara son camion sur le parking, les freins à air sifflant alors qu'il s'arrêtait. Il nota l'heure sur son tableau de bord, 3h17 du matin. Il nota également ses coordonnées GPS, ou du moins essaya de le faire, mais l'écran du GPS était gelé, ne montrant qu'une carte vide. À l'intérieur du dîner, les lumières fluorescentes étaient dures après l'obscurité et le brouillard. Il y avait 4 autres personnes là. Un couple âgé assis dans une banquette près de la fenêtre. Une femme d'âge moyen derrière le comptoir, portant un uniforme de serveuse, et un homme plus jeune assis seul au comptoir, buvant un café. De la musique country jouait doucement depuis une radio quelque part à l'arrière. Tout semblait parfaitement normal, banal, exactement ce à quoi on pourrait s'attendre dans un petit dîner de ville au milieu de la nuit. Dallon commanda un café et une part de tarte, échangeant de brèves politesses avec la serveuse. Elle avait un sourire amical et un léger accent traînard dans sa voix. Il lui demanda les conditions routières plus loin, et elle lui dit que le brouillard devrait se dissiper dans 1 heure environ. Il la remercia, paya en espèces et laissa un pourboire modeste. Toute l'interaction dura peut-être 15 minutes. De retour dans son camion, il vérifia sa montre. 3h32. Il avait été dans le dîner exactement 15 minutes. Son GPS fonctionnait toujours mal, mais il n'était pas excessivement inquiet. Il savait qu'il devait continuer à aller vers l'ouest, et l'autoroute l'y mènerait éventuellement. Il repartit sur la route et continua à conduire dans le brouillard. Les 2 heures suivantes furent un flou de brouillard blanc et d'obscurité. L'autoroute s'étendant sans fin devant lui. Dallon but son café et essaya de rester alerte, mais la monotonie du trajet était engourdissante. Son GPS se remit enfin en marche, montrant qu'il faisait des progrès vers l'ouest. Selon l'affichage, il avait parcouru environ 190 km depuis qu'il avait quitté le dîner. Cela semblait correct, étant donné le temps écoulé et sa vitesse. Puis, à exactement 5h43 du matin, il vit le panneau à nouveau. Bienvenue à Millbrook, population 847. Le même panneau, au même endroit. Pendant un moment, il crut qu'il devait s'être trompé, qu'il avait peut-être fait demi-tour sans s'en rendre compte. Mais c'était impossible. L'autoroute avait été droite, sans virage, sans sortie. Il avait roulé vers l'ouest tout le temps. Il vérifia son GPS, et celui-ci confirma qu'il roulait toujours vers l'ouest, toujours à plus de 160 km de l'endroit où il s'était arrêté au dîner. Mais alors qu'il traversait la ville, sa confusion se transforma en un profond malaise. Tout était identique, la même station-service fermée, le même dîner avec l'enseigne au néon, le même silo à grains. Et là, sur le parking du dîner, se trouvaient les mêmes 3 voitures et le même pick-up, garés exactement aux mêmes endroits. Ce n'était pas seulement une ville qui ressemblait à l'autre. C'était la même ville. D'une manière ou d'une autre, impossiblement, il était revenu à l'endroit qu'il avait quitté 2 heures plus tôt. Dallon se gara à nouveau sur le parking, son cœur battant maintenant. Il vérifia son indicateur de carburant. Il avait consommé environ 1/4 de réservoir depuis son premier arrêt au dîner. Cela correspondait à avoir conduit pendant 2 heures à vitesse d'autoroute. Il vérifia sa montre. 5h48 du matin. Il vérifia son odomètre journalier, qu'il avait remis à 0 en quittant Kansas City. Il indiquait 595 km. Toutes les preuves disaient qu'il avait conduit en continu vers l'ouest pendant près de 12 heures, couvrant des centaines de kilomètres. Pourtant, il était de retour au même dîner à Millbrook. Il sortit du camion et se dirigea vers le dîner, s'attendant à moitié à ce qu'il disparaisse comme un mirage alors qu'il s'approchait, mais il resta solide, réel, l'enseigne au néon bourdonnant doucement dans le brouillard. À l'intérieur, la scène était exactement comme il l'avait laissée. Le même couple âgé dans la même banquette. La même serveuse d'âge moyen derrière le comptoir. Le même homme plus jeune assis à la même place, buvant du café. Même la chanson jouant à la radio était la même, à ce qui semblait être exactement le même point dans la piste. La serveuse leva les yeux et lui sourit avec le même sourire amical qu'avant. De retour ? Tu as oublié quelque chose. Dallon la fixa, essayant de trouver les mots. J'étais ici il y a 2 heures. J'ai acheté du café et de la tarte. Tu te souviens de moi ? Elle inclina légèrement la tête, son sourire ne faiblissant jamais. Bien sûr, chérie. Tu étais ici il y a environ 15 minutes. Tu as dit que tu allais vers l'ouest. 15 minutes, pas 2 heures. 15 minutes.
Dallon regarda l'horloge au mur derrière le comptoir. Elle indiquait 3h35 du matin, mais sa montre montrait 5h50. Il sortit son téléphone et vérifia l'heure là-dessus. 5h51. Sa montre et son téléphone disaient qu'il était presque 6h du matin. Mais l'horloge du dîner insistait pour dire qu'il n'était pas encore 4h. « Quelle heure est-il » demanda-t-il, sa voix tendue. La serveuse jeta un coup d'œil à l'horloge. 3h35. « Tu te sens bien ? Tu as l'air un peu pâle. » Dallon ne répondit pas. Il se retourna et sortit du dîner, son esprit en ébullition. Ce n'était pas possible. Le temps ne fonctionnait pas comme ça. On ne pouvait pas conduire pendant 2 heures et se retrouver de retour à son point de départ avec ces 2 heures effacées. Mais son camion avait consommé du carburant. Son odomètre avait enregistré les kilomètres. Sa montre et son téléphone avaient suivi le passage du temps. Tout cela disait qu'il avait conduit. Pourtant, la ville insistait pour dire qu'il n'était jamais parti. Il remonta dans son camion et s'assit là, essayant de calmer sa respiration, essayant de penser de manière rationnelle. Peut-être y avait-il 2 villes nommées Millbrook. Peut-être que le brouillard et le dysfonctionnement du GPS l'avaient fait conduire en cercle d'une manière ou d'une autre, finissant par revenir à son point de départ. Mais même en essayant de se convaincre, il savait que ses explications ne collaient pas. Il avait été sur une autoroute majeure, pas un réseau confus de routes secondaires. Il n'y avait eu aucun virage, aucune possibilité de compléter un cercle. Il décida d'essayer à nouveau. Il conduirait vers l'ouest, ferait très attention à chaque kilomètre, chaque panneau, et verrait ce qui se passerait. Il sortit du parking et retourna sur l'autoroute, surveillant attentivement son odomètre journalier, notant chaque détail du paysage alors qu'il passait. Le brouillard commençait à se dissiper légèrement à l'approche de l'aube, et il pouvait voir un peu plus loin maintenant. Il conduisit pendant exactement 1 heure, maintenant une vitesse de 95 km/h. Il passa des bornes kilométriques, vit des panneaux pour d'autres villes, regarda son indicateur de carburant baisser régulièrement. Tout semblait normal. Puis, à exactement 6h52 du matin, il le vit à nouveau. Bienvenue à Millbrook, population 847. Le même panneau, la même ville, le même dîner, le même parking avec les mêmes véhicules. Cette fois, la terreur surpassa la confusion. Dallon ne s'arrêta pas. Il continua à conduire, accélérant à travers la ville, désespéré d'atteindre ce qui se trouvait au-delà. Mais la ville semblait s'étirer de manière impossible, les bâtiments se répétant, les mêmes structures apparaissant encore et encore. La station-service passa sur sa gauche, puis réapparut 1 minute plus tard. Le dîner scintilla en passant, puis réapparut. Le silo à grains se dressa dans le brouillard, puis se dressa à nouveau. C'était comme si la ville était coincée dans une boucle ou qu'il était pris dans une sorte de piège temporel qui ne le laisserait pas s'échapper. Il conduisit plus vite, poussant son camion à 110 km/h, puis à 130 km/h, violant chaque règle de sécurité qu'il connaissait. Les bâtiments continuèrent à se répéter, un cycle sans fin des mêmes structures. La panique s'installa pleinement maintenant, et il se surprit à crier contre le pare-brise, contre le brouillard, contre toute force qui lui faisait cela. « Laissez-moi sortir. Laissez-moi partir. » Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, cela s'arrêta. La ville disparut derrière lui, et il était de nouveau sur une autoroute ouverte, le brouillard commençant à se disperser alors que le lever du soleil approchait. Dallon conduisit pendant encore 10 minutes avant d'oser ralentir, tout son corps tremblant. Il se gara sur le bas-côté et s'assit là, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Lorsqu'il vérifia enfin son GPS, celui-ci montrait qu'il était à environ 25 km à l'ouest de Millbrook. Son odomètre journalier montrait qu'il avait parcouru la distance appropriée depuis Kansas City. Tout était normal maintenant, comme si les 3 dernières heures de boucles répétitives n'avaient jamais eu lieu. Sauf qu'elles avaient eu lieu. Son réservoir de carburant, maintenant à un peu moins de la moitié, prouvait qu'il avait brûlé bien plus de carburant que la distance sur son GPS ne le suggérait. Dallon continua jusqu'à Denver et livra sa cargaison, mais il rapporta l'incident à son dispatch. Ils furent sceptiques, comme ils s'y attendaient, suggérant qu'il avait été plus fatigué qu'il ne le pensait et avait vécu une sorte d'hallucination. Mais Dallon savait que ce qu'il avait vécu était réel. Il avait la consommation de carburant pour le prouver. Il avait la discordance temporelle entre sa montre et ce que le dîner prétendait. Il avait traversé cette ville 3 fois, croyant à chaque fois qu'il roulait vers l'ouest, finissant à chaque fois par revenir au début. Il fit des recherches sur Millbrook plus tard et trouva quelque chose qui le glaça. Il y avait une ville de ce nom au Kansas, mais elle avait été abandonnée dans les années 1950 après une série de disparitions étranges. Plusieurs personnes avaient apparemment conduit en ville et n'avaient plus jamais été revues. Leurs véhicules avaient été retrouvés des jours plus tard sur le bord de l'autoroute, sans signe des conducteurs.
La ville avait été lentement réclamée par la prairie, et dans les années 1970, il ne restait plus que des fondations et des souvenirs. Pourtant, Dallon y avait été. Il était entré dans ce dîner, avait parlé à cette serveuse, vu ces gens. La ville avait été entièrement intacte, entièrement peuplée, comme si elle existait dans une sorte de poche de temps, séparée du reste de la réalité. Une boucle qui se répétait sans fin, piégeant quiconque assez malchanceux pour y entrer dans les bonnes conditions, au bon moment, dans le bon brouillard. Dallon ne conduisit plus jamais à travers cette partie du Kansas. Il demanda des itinéraires qui le menaient au nord ou au sud, évitant complètement ce tronçon d'autoroute. Et quand d'autres routiers mentionnaient des expériences étranges sur les autoroutes du Kansas, des expériences impliquant du brouillard et un temps qui ne s'écoule pas correctement, et des villes qui ne devraient pas exister, il écoute attentivement. Parce qu'il sait maintenant que la route recèle des mystères bien plus étranges que tout ce qu'on lui a jamais appris à attendre. Et certains de ces mystères n'ont pas d'explication, pas de solution, seulement l'avertissement de rester à l'écart si vous tenez à votre liberté et à votre santé mentale. Dallon conduisait des camions depuis 8 ans lorsqu'il apprit à quel point certains criminels pouvaient être organisés et calculateurs. Il avait toujours été prudent sur la route, suivant ses instincts, et maintenant un scepticisme sain envers les situations qui semblaient trop commodes ou trop tragiques. Mais cette nuit humide d'août dans le Texas rural, sa nature méfiante fut la seule chose qui lui sauva la vie face à un piège si élaboré et si convaincant que la plupart des gens y seraient tombés sans y réfléchir à 2 fois. Il transportait une cargaison de matériaux de construction de Houston à El Paso, un trajet qu'il avait fait des dizaines de fois auparavant. L'itinéraire l'emmenait généralement le long de l'Interstate 10. Mais cette nuit-là, il y avait un énorme embouteillage près de San Antonio causé par un accident impliquant plusieurs véhicules. Le retard était estimé à 4 heures, et Dallon était déjà en retard sur son planning. Son GPS suggéra un itinéraire alternatif utilisant la State Highway 163, une route plus petite qui traversait certaines des parties les plus reculées de l'ouest du Texas. Cela ajouterait environ 50 km au trajet, mais cela lui ferait économiser ses 4 heures de temps perdu dans le trafic. Il prit le détour, quittant l'Interstate et se dirigeant vers la route d'État. Le soleil s'était couché environ d'1 heure plus tôt, et l'obscurité s'était complètement installée sur le paysage. Cette partie du Texas était peu peuplée, avec de longues étendues entre les villes, où l'on pouvait conduire pendant 20 ou 30 minutes sans voir un autre véhicule ou même un bâtiment. La route elle-même était bien entretenue, mais étroite, avec 2 voies et presque pas d'accotement, et rien que des terres arides et des bosquets occasionnels de mesquites de chaque côté. Dallon était sur le détour depuis environ 45 minutes lorsqu'il tourna doucement autour d'une courbe et vit quelque chose qui le fit immédiatement ralentir. À environ 180 mètres devant, bloquant partiellement la voie de droite, se trouvait une berline retournée. Le véhicule était sur le côté, le dessous faisant face à la route, et il semblait y avoir des débris éparpillés sur les 2 voies. Plusieurs personnes étaient visibles dans la lueur de ce qui semblait être des fusées de détresse, leurs silhouettes bougeant de manière frénétique. Une personne agitait les bras, essayant clairement d'arrêter les secours. Une autre semblait être allongée sur le sol, près du véhicule retourné. Chaque instinct disait à Dallon qu'un accident terrible s'était produit, que ces personnes avaient besoin d'aide et qu'ils devaient s'arrêter immédiatement. Cela ressemblait à un accident grave, du genre où chaque seconde comptait. La personne allongée sur le sol ne bougeait pas, peut-être gravement blessée ou pire. Les personnes debout avaient l'air paniquées, désespérées. C'était exactement le genre de situation où l'assistance d'un routier pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais alors que Dallon s'approchait, ralentissant à environ 30 km/h, quelque chose attira son attention. Quelque chose n'allait pas avec la scène, bien qu'il ne puisse pas immédiatement identifier quoi. Il avait vu beaucoup d'accidents au fil des ans, s'était arrêté pour aider à plus d'un, et celui-ci semblait convaincant à première vue, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Puis il le vit. La berline retournée n'avait aucune trace de dérapage menant à elle. Lorsqu'un véhicule perd le contrôle et se retourne, il laisse des marques sur la chaussée, de longues traînées sombres de caoutchouc là où les pneus se sont bloqués ou là où le véhicule a raclé le sol. Mais le bitume autour de cette voiture était propre. Aucune trace de dérapage, aucune éraflure, aucun signe que le véhicule avait perdu le contrôle violemment. C'était comme si la voiture avait été soigneusement placée dans cette position. Les yeux de Dallon se tournèrent vers la personne allongée sur le sol. À cette distance, dans la lumière vacillante des fusées, il pouvait voir que les vêtements de la personne étaient propres, ni déchirés, ni ensanglantés, ni sales. Quelqu'un qui venait de subir un tonneau violent devrait avoir des blessures visibles, devrait avoir des vêtements endommagés ou au moins sales à cause de la route. Mais cette personne avait l'air d'avoir soigneusement posé sur un bitume propre et décidé de faire une sieste. Puis il remarqua le véhicule lui-même. La voiture était sur le côté, mais elle n'était pas endommagée de la manière dont un véhicule retourné devrait l'être. Les vitres étaient intactes.
Les panneaux de carrosserie, bien que poussiéreux, ne montraient aucune bosse ou éraflure significative. Le dessous était propre, pas éraflé ou déchiré, comme il aurait été si le véhicule avait roulé sur le bitume. Et surtout, il n'y avait pas de plaque d'immatriculation. Le support était là, mais la plaque elle-même manquait à l'avant comme à l'arrière du véhicule. Toutes ces observations se firent en environ 3 secondes. Et dans ce même laps de temps, Talon prit sa décision. Ce n'était pas un accident. C'était un piège, une embuscade, et il n'allait pas tomber dedans. Au lieu de s'arrêter, il appuya sur l'accélérateur. Son camion bondit en avant, et il dirigea vers la voie de gauche, avec l'intention de dépasser la scène sans s'arrêter. La réaction fut immédiate et révéla la vérité avec une clarté parfaite. Les personnes qui agissaient de manière paniquée cessèrent soudainement leur mouvement frénétique. La personne qui agitait les bras baissa les mains, et la personne qui était allongée sans bouger sur le sol se releva soudainement, se déplaçant avec la vitesse et l'agilité de quelqu'un qui n'avait jamais été blessé. Puis elles coururent vers son camion, non pas pour demander de l'aide, non pas pour implorer de l'assistance, mais pour l'intercepter, pour l'empêcher de s'échapper. Talon aperçut l'une d'elles plonger la main dans sa veste, sortant ce qui était indéniablement un pistolet. Une autre personne courut vers les arbres sur le côté de la route, hurlant quelque chose que Talon ne pouvait pas entendre par-dessus le bruit de son moteur. Il poussa son camion à 65 km/h, puis à 80 km/h, slalomant autour de la berline retournée avec quelques centimètres de marge. Dans son rétroviseur, il vit d'autres personnes émerger de l'obscurité au-delà de la route. Au moins 4 autres individus qui s'étaient cachés, attendant qu'ils s'arrêtent et deviennent vulnérables. L'un d'eux leva ce qui semblait être un fusil de chasse, et Talon se baissa instinctivement aussi bas qu'il le pouvait tout en voyant encore la route. Il entendit un claquement sec, puis un autre, et sentit son camion trembler légèrement, mais rien ne semblait toucher quoi que ce soit de vital. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait exploser, mais il garda le pied sur l'accélérateur, mettant autant de distance que possible entre lui et la scène de l'accident factice. Dans ses rétroviseurs, il pouvait voir des silhouettes courir vers les arbres. Puis des phares apparurent. Un véhicule, une sorte de pick-up ou de SUV, sortit sur l'autoroute et commença à le poursuivre. Les 10 minutes suivantes furent les plus terrifiantes de la vie de Talon. Le véhicule qui le poursuivait était plus rapide que son semi-chargé, et il commença à réduire la distance. Il pouvait voir 2 personnes dans la cabine, et son esprit tournait à toute vitesse. Allait-il essayer de le pousser hors de la route, de crever ses pneus, de l'enfermer et de le forcer à s'arrêter? Chaque scénario se terminait avec lui mort ou gravement blessé. Son camion pillé. Son corps laissé quelque part dans les terres arides du Texas, où il ne serait peut-être pas trouvé avant des jours ou des semaines. Il attrapa son téléphone portable, espérant un signal, mais il n'y avait rien. Ce tronçon reculé d'autoroute n'avait pas de couverture cellulaire, ce qui était probablement la raison pour laquelle les criminels l'avaient choisi pour leur embuscade. Il était complètement seul, sans moyen d'appeler à l'aide et sans garantie de croiser un autre véhicule ou d'atteindre la civilisation avant que les personnes derrière lui ne le rattrapent. Le véhicule qui le poursuivait était maintenant à moins de 15 mètres derrière lui, assez près pour qu'il puisse distinguer clairement les silhouettes des occupants. La vitre côté passager s'abaissa et Talon vit un bras s'étendre vers l'extérieur, tenant quelque chose. Une arme. Ils allaient tirer sur lui, probablement visant ses pneus ou son réservoir de carburant. S'il désactivait son camion, il serait forcé de s'arrêter, et alors il serait complètement à leur merci. Mais au moment où le bras se stabilisa, se préparant à tirer, des phares apparurent au loin devant lui. Un autre véhicule arrivait en sens inverse. Le véhicule qui le poursuivait ralentit immédiatement et recula, mettant plus de distance entre lui et le camion de Talon. Il ne voulait pas de témoins. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre voie ce qu'il faisait. Le véhicule approchant, une berline familiale, passa sans incident. Les occupants ignoraient probablement la course-poursuite mortelle qui se déroulait sur l'autoroute. Une fois que la berline eut passé et disparu dans l'obscurité derrière eux, le véhicule qui le poursuivait accéléra à nouveau, réduisant l'écart. Mais maintenant, Talon pouvait voir autre chose devant lui. Des lumières. Pas seulement les phares d'un autre véhicule, mais les lumières fixes de bâtiments, une ville, ou au moins une station-service, un relais routier, quelque part avec des gens, des témoins, de l'aide. Il poussa son camion aussi vite qu'il le pouvait, le moteur rugissant, tout le véhicule tremblant à cause de la vitesse et du poids de la cargaison. Le véhicule qui le poursuivait semblait réaliser ce qui se passait. Il manque de distance, manque d'obscurité, manque d'opportunité. Le passager tira 2 coups de feu, tous 2 passant à côté ou touchant des parties non critiques de la remorque de Talon. Puis le véhicule freina brusquement, fit un virage en U au milieu de l'autoroute et repartit en sens inverse à toute vitesse. Il battait en retraite, abandonnait, refusant de le suivre dans une zone peuplée où leurs actions pourraient être témoins et signalées.
Talon ne ralentit pas avant d'atteindre les lumières. C'était un petit relais routier, rien de fancy, mais il était bien éclairé, et il y avait d'une demi-douzaine d'autres camions garés là. Il s'y engagea et verrouilla immédiatement les portes, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir son téléphone. Il avait maintenant un signal et appela le 911, signalant tout ce qu'il venait de voir et de vivre. La police arriva en moins de 20 minutes et Talon leur fit un compte-rendu détaillé. Il décrivit la scène de l'accident factice, les personnes qui l'avaient poursuivi, les coups de feu qui avaient été tirés. Les officiers le prirent au sérieux et lui dirent quelque chose qui lui glaça le sang. Ce n'était pas le premier rapport de ce genre qu'il recevait. Au cours des 6 derniers mois, il y avait eu 4 incidents similaires signalés sur des autoroutes reculées dans cette partie du Texas. Des scènes d'accidents factices, des tentatives de voler des routiers, des véhicules qui poursuivaient quiconque ne s'arrêtaient pas. Mais Talon était la première personne à s'échapper et à fournir des informations détaillées. Les 3 autres incidents s'étaient terminés différemment. 3 routiers avaient été retrouvés morts, leur camion pillé, abattus à plusieurs reprises à bout portant. Un routier était toujours porté disparu, son véhicule retrouvé abandonné, sans signe de lui ou de sa cargaison. La police croyait qu'ils avaient affaire à un groupe organisé, peut-être 5 à 8 individus, qui ciblaient spécifiquement les routiers sur des routes reculées où l'aide était loin et la couverture cellulaire peu fiable. Les officiers examinèrent le camion de Talon et trouvèrent des preuves de l'attaque. 2 trous de balles dans sa remorque, un qui avait traversé un panneau et s'était logé dans une pièce de bois qu'il transportait. Si ce coup avait été 15 cm plus bas, il aurait pu toucher son réservoir de carburant. S'il avait été 30 cm plus à gauche, il aurait pu traverser sa cabine. Il avait une chance incroyable, impossiblement chanceux. Talon resta dans ce relais routier pour le reste de la nuit, trop secoué pour continuer à conduire. La police augmenta les patrouilles sur ce tronçon d'autoroute et 2 jours plus tard, ils trouvèrent la scène de l'accident factice. La berline retournée était toujours là, abandonnée maintenant sans personne autour. Le véhicule avait été volé 3 semaines plus tôt sur un parking à San Antonio. À l'intérieur, ils trouvèrent du matériel cohérent avec la mise en scène de fausses urgences, des fusées portatives, du faux sang, des vêtements déchirés censés ressembler à ceux que portaient les victimes d'accidents. 3 semaines après la rencontre de Talon, la police arrêta 5 individus en lien avec les attaques. Ils avaient surveillé les autoroutes reculées, attendant des routiers seuls et vulnérables, utilisant la scène de l'accident factice pour les forcer à s'arrêter. Une fois qu'un routier s'arrêtait et sortait pour aider, ils l'entouraient et le volaient sous la menace d'une arme. S'ils résistaient ou essayaient de fuir, ils étaient tués. Le groupe avait volé des centaines de milliers de dollars de cargaison et avait assassiné au moins 4 personnes avant d'être finalement attrapé. Talon témoigna à leur procès, décrivant en détail ce qu'il avait vu et comment il s'était échappé. Le jury condamna les 5 accusés pour plusieurs chefs d'accusation de meurtre, tentative de meurtre et vol à main armée. Ils purgent tous des peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais l'expérience changea Talon de manière permanente. Il ne prend plus de détours sur des autoroutes reculées, peu importe le temps que cela pourrait lui faire économiser. Il ne s'arrête plus jamais pour quoi que ce soit qui ressemble à un accident, à moins de l'avoir confirmé avec les autorités ou qu'il n'y ait plusieurs témoins présents. Et il raconte son histoire à d'autres routiers chaque fois qu'il en a l'occasion, les avertissant que chaque urgence n'est pas réelle et que parfois, les personnes qui semblent avoir le plus besoin d'aide sont en réalité les prédateurs les plus dangereux sur la route. Dion conduisait des trajets longue distance depuis 13 ans, et il s'enorgueillissait de connaître les principales autoroutes et les relais routiers à travers l'ouest des États-Unis comme sa poche. Il avait ses arrêts préférés, ceux avec la meilleure nourriture, les douches les plus propres, le personnel le plus amical. Il savait quels endroits éviter et quels valaient le détour de quelques kilomètres. Mais ce qui se passa cette nuit étouffante de juillet dans le désert de l'Arizona défia tout ce qu'il croyait savoir sur les routes qu'il avait parcourues d'innombrables fois auparavant. Il transportait un chargement d'électronique de Phoenix à Las Vegas, un trajet qu'il avait fait au moins 50 fois au fil des ans. C'était un trajet simple, principalement le long de la US Route 93, traversant certains des paysages désertiques les plus isolés et les plus beaux du pays. La chaleur estivale était brutale, même après le coucher du soleil, et Dion avait fait fonctionner sa climatisation à plein régime toute la journée. C'était une erreur qu'il réalisa trop tard, car la charge supplémentaire sur son moteur, combinée à la chaleur extrême, fit monter sa consommation de carburant de manière dramatique. À 22h30, il était encore à environ 145 km de Las Vegas lorsque le voyant de réserve de carburant s'alluma. Il vérifia son indicateur de carburant et sentit une pointe d'anxiété. Il était descendu à moins d'un huitième de réservoir, peut-être 50 ou 65 km de diesel au mieux. Il avait prévu de faire le plein à Kingman, mais il avait dépassé cette sortie 1 heure plus tôt, supposant qu'il avait assez de carburant pour atteindre Vegas. Maintenant,
Il était coincé sur un tronçon isolé d'autoroute avec des options limitées. Dion sortit son GPS et rechercha les stations-service à proximité. Les résultats n'étaient pas encourageants. Le relais routier le plus proche était encore à 110 km devant lui, et aucune autre option n'était indiquée le long de cet itinéraire. Il pourrait potentiellement faire demi-tour et retourner à Kingman, mais cela utiliserait du carburant qu'il n'avait peut-être pas. Il était dans une situation réellement dangereuse. Tomber en panne sèche sur ce tronçon d'autoroute désertique la nuit, avec des températures encore au-dessus de 30 degrés Celsius, pourrait être mortel s'il devait attendre des heures pour un camion de dépannage. Il décida de continuer vers l'avant, espérant que peut-être son camion serait plus économe que l'estimation, ou qu'il trouverait une station-service qui n'était pas répertoriée sur son GPS. C'était un pari, mais cela semblait être la meilleure option disponible. Il réduisit sa vitesse à 90 km/h pour économiser du carburant et garda les yeux fixés sur la route devant lui, guettant tout signe de civilisation. 20 minutes plus tard, alors que son indicateur de carburant montrait presque vide et qu'il envisageait sérieusement de s'arrêter pour demander une assistance d'urgence, il vit des lumières devant lui. Des lumières brillantes et accueillantes qui se transformèrent en la silhouette inconfondable d'un relais routier. Le soulagement l'envahit. Il y avait une station ici, après tout, simplement non répertoriée sur son GPS. Cela arrivait parfois avec des relais routiers indépendants plus petits qui n'avaient pas mis à jour leurs informations avec les services de cartographie. Alors qu'il s'approchait, le relais routier semblait substantiel et bien entretenu. Il y avait une grande île de carburant avec plusieurs pompes à diesel, un bâtiment principal qui semblait abriter un magasin de commodités et un restaurant, et un parking avec des emplacements pour au moins 20 camions. Plusieurs camions étaient déjà garés là, et il pouvait voir des gens bouger près du bâtiment. Tout semblait légitime, normal, exactement ce dont il avait besoin. Dion se gara à l'île de carburant et coupa son moteur. Le silence de la nuit du désert s'installa autour de lui, rompu seulement par le bourdonnement lointain des générateurs et le son occasionnel de voix en direction du bâtiment principal. Il descendit de sa cabine, étira ses muscles raides et se dirigea vers la pompe. L'équipement semblait légèrement plus ancien que ce à quoi il était habitué dans les grands relais routiers, mais il était propre et semblait en bon état de marche. Il passa sa carte de carburant et commença à faire le plein, regardant les chiffres monter sur l'affichage de la pompe. Pendant que le diesel coulait, il en profita pour regarder autour de lui. Le relais routier avait une esthétique rétro-distincte, le genre que certains opérateurs indépendants cultivaient délibérément. Les enseignes étaient peintes à la main plutôt que les logos corporatifs auxquels il était habitué, et l'architecture du bâtiment avait ce look classique de relais routier des décennies passées. Il le trouva charmant d'une manière nostalgique. Une fois son réservoir plein, Dion se dirigea vers le bâtiment principal. Il devait utiliser les toilettes et se dit qu'il pourrait aussi bien prendre quelque chose à manger pendant qu'il y était. L'intérieur du bâtiment correspondait à l'esthétique extérieure, plus ancien mais propre, avec des publicités vintage sur les murs et un comptoir de déjeuner avec des tabourets en vinyle rouge. Il utilisa les toilettes, puis s'assit au comptoir et commanda un café et un sandwich. La serveuse, une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, lui apporta sa commande rapidement. La nourriture était simple mais bonne, et il se sentit revigoré après avoir mangé. Il paya en espèces, laissant un pourboire généreux, et échangea quelques mots avec la serveuse. Elle semblait amicale et connaissait bien les routiers, lui demandant d'où il venait et où il allait. Il lui dit qu'il se dirigeait vers Las Vegas et qu'il était reconnaissant d'avoir trouvé cet endroit, car il était presque à sec. « Oh, nous sommes toujours là pour les conducteurs dans le besoin », dit-elle avec un clin d'œil. « Beaucoup de gens passent sans même savoir que nous existons. Mais ceux qui s'arrêtent sont toujours les bienvenus. » Dion sourit et la remercia. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il remarqua que l'horloge au mur indiquait 23h47. Il vérifia sa montre. Elle indiquait 23h45. Presque la même heure. Il se dit qu'il devait avoir passé environ 20 minutes dans le bâtiment, ce qui semblait correct. De retour dans son camion, il se sentit mieux. Le réservoir était plein, il avait mangé, et il était prêt à terminer son trajet. Il démarra le moteur et se prépara à repartir, mais quelque chose attira son attention. Le GPS, qui avait agi bizarrement plus tôt, montrait maintenant qu'il était à environ 30 km à l'est de l'endroit où il aurait dû être s'il avait continué directement vers Las Vegas. Cela n'avait pas de sens. Il avait conduit droit vers l'ouest depuis qu'il avait quitté Kingman, et il n'y avait pas eu de virage ou de détour. Pourtant, selon le GPS, il s'était éloigné de sa destination. Il haussa les épaules et décida de ne pas s'en préoccuper. Peut-être que le GPS avait simplement eu du mal à se recalibrer après son dysfonctionnement plus tôt. Il fit demi-tour et repartit sur l'autoroute, se dirigeant à nouveau vers l'ouest. Le désert était silencieux et vide, et il se sentit étrangement en paix alors qu'il roulait sous le ciel étoilé.
Mais alors qu'il conduisait, il commença à remarquer des choses étranges. Les panneaux kilométriques qu'il passait semblaient se répéter. Il jurait avoir vu le panneau pour le kilomètre 123 il y a environ 10 minutes, mais le voilà à nouveau. Puis il vit le même panneau pour une sortie qu'il avait déjà passée. Il commença à se demander s'il n'était pas en train de tourner en rond sans s'en rendre compte, mais l'autoroute était droite comme une flèche, sans virage ni embranchement. Puis il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Devant lui, à environ 1 kilomètre, il pouvait voir les lumières du relais routier qu'il venait de quitter. Le même bâtiment, les mêmes pompes à carburant, les mêmes camions garés dans le parking. C'était impossible. Il avait conduit pendant au moins 30 minutes depuis qu'il était reparti. Il n'aurait pas dû pouvoir voir le relais routier, et encore moins être aussi proche. Il ralentit et s'arrêta sur le bas-côté, son cœur battant la chamade. Il vérifia son GPS. L'écran était à nouveau gelé, ne montrant qu'une carte vide. Il sortit son téléphone et essaya d'utiliser la carte dessus, mais il n'y avait pas de signal. Il était complètement isolé, sans moyen de naviguer ou de demander de l'aide. Il décida de retourner au relais routier. Peut-être que quelqu'un là-bas pourrait l'aider à comprendre ce qui se passait. Il fit demi-tour et conduisit les quelques kilomètres jusqu'au parking, se garant à côté des mêmes camions qu'avant. Il descendit et entra dans le bâtiment. Tout était exactement comme il l'avait laissé. La même serveuse derrière le comptoir, les mêmes clients assis aux mêmes endroits, la même musique jouant doucement en arrière-plan. La serveuse leva les yeux et lui sourit. « De retour si tôt ? Vous avez oublié quelque chose ?» Dion la fixa, incrédule. Je viens de partir il y a une demi-heure. J'ai conduit pendant au moins 30 minutes. Comment puis-je être de retour ici ? La serveuse inclina la tête, son sourire ne faiblissant pas. Oh, chérie, vous n'êtes parti que depuis quelques minutes. Vous devez être plus fatigué que vous ne le pensez. Dion regarda l'horloge au mur. Elle indiquait 23h52. Il vérifia sa montre. Elle indiquait minuit 15. Il était convaincu d'avoir conduit pendant au moins une demi-heure, mais selon l'horloge du dîner, il n'était parti que depuis quelques minutes. Il sortit en hâte et retourna à son camion, son esprit tournant à toute vitesse. Il démarra le moteur et repartit sur l'autoroute, déterminé à ne plus s'arrêter, peu importe ce qu'il verrait. Mais alors qu'il conduisait, les mêmes panneaux kilométriques commencèrent à se répéter. Il passa le même panneau pour une sortie 3 fois de suite. Puis il vit à nouveau les lumières du relais routier devant lui. Cette fois, il ne s'arrêta pas. Il accéléra, passant devant le relais routier à toute vitesse, déterminé à échapper à cette boucle étrange. Mais alors qu'il conduisait, il réalisa que l'autoroute semblait se répéter aussi. Les mêmes courbes, les mêmes panneaux, les mêmes marques sur la route. C'était comme s'il était coincé dans une boucle temporelle, condamné à revivre les mêmes kilomètres encore et encore. La panique s'installa. Il essaya de prendre une sortie, mais chaque fois qu'il le faisait, il se retrouvait de retour sur la même autoroute, face aux mêmes panneaux, aux mêmes lumières du relais routier au loin. Il essaya de faire demi-tour, mais peu importe la direction qu'il prenait, il finissait toujours par revenir au même point. Finalement, après ce qui lui sembla être des heures, il vit quelque chose de différent. Une sortie qu'il n'avait pas vue auparavant. Il la prit, espérant désespérément que cela le mènerait hors de cette boucle. La route de campagne qu'il emprunta était sombre et sinueuse, mais après environ 10 km, il arriva dans une petite ville endormie. Il s'arrêta à une station-service et demanda son chemin à un employé endormi. « Vous cherchez à aller où ?» demanda l'employé en bâillant. « Las Vegas », répondit Dion, sa voix tremblante. « Je me suis perdu. » L'employé le regarda avec un air étrange. « Vous êtes à environ 200 km de Las Vegas, mon pote. Vous devriez prendre la 93 vers l'ouest. » Mais, il hésita. « Vous êtes sûr que vous allez bien ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Dion ne répondit pas. Il remercia l'employé et repartit, prenant la direction indiquée. Cette fois, il ne vit plus le relais routier. Il conduisit jusqu'à Las Vegas sans incident, mais il ne s'arrêta plus jamais dans des relais routiers isolés après cela. Et chaque fois qu'il entendait des histoires de routiers sur des autoroutes qui semblent se répéter ou des endroits qui n'existent pas, il écoute attentivement. Parce qu'il sait maintenant que certaines routes cachent des mystères qui défient toute logique, et que parfois, le seul moyen de s'en sortir est de continuer à avancer, peu importe à quel point cela semble impossible.